Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. On est très heureux de vous accueillir pour une table ronde sur la guerre en Russie, qui oppose la Russie et l'Ukraine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On est l'association Dauphine Stratégie Défense, qui est une association qui a maintenant 5 ans et donc qui vise à sensibiliser la communauté dauphinoise et de PSL à tous les enjeux de défense, de géopolitique, de relations internationales. Donc ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre thème d'aujourd'hui. Donc comme vous le savez, le 24 février dernier, 3 jours après la reconnaissance par Poutine de l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk, ont entraîné un conflit qui opposait, on fait un tournant dans le conflit qui opposait la Russie et l'Ukraine depuis déjà 2014 et même avant, on pourrait dire. L'invasion en Ukraine par les forces russes a assurément bouleversé un ordre mondial et aussi et surtout même, je dirais, la vie des Ukrainiens qui, depuis maintenant 40 jours, vivent un drame innommable. Afin d'y voir plus clair, nous avons l'honneur d'accueillir 3 intervenants. Madame Céline Bayou, qui pourra nous parler de sa spécialité Russie plus particulièrement, mais particulièrement voilà, de l'Eurasie, l'Ukraine et la Russie. Monsieur Nicolas Mazzucchi, qui est chercheur en énergie et matières premières, et également le général Desportes, qui est actuellement, si vous ouvrez vos smartphones, assez dans l'air, donc qui a été invité ce jour en urgence, mais bon, c'est toujours comme ça que ça se passe sur les plateaux télé, assez dans l'air, donc qui pourra quand même nous rejoindre à 19h pour la fin de la table ronde, pour 30-45 minutes encore. Donc je vous explique un peu comment ça va se passer. On va avoir un premier temps avec nos 3 animateurs, donc Arthur Savy, Emma Bognol et Léopold Perelman. Donc un premier temps de questions où nos 2 intervenants qui sont ici présents vont pouvoir répondre. Ensuite, au bout de 45 minutes à peu près, vous allez pouvoir poser vous aussi des questions si vous en avez. Et puis ensuite, l'arrivée du général Desportes permettra de lancer la 2e partie de la table ronde, à l'issue de laquelle M. Mazzucchi nous quittera un tout petit peu avant la fin de la table ronde, puisque en ces périodes troublées, nécessairement les emplois du temps le sont aussi. Donc je vous souhaite à tous une très belle table ronde et merci de m'avoir écouté. Donc, comme l'a dit Baptiste, après la reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et Lugansk par Vladimir Poutine, la Russie s'est engagée le 24 février dans ce qu'elle a présenté comme une opération de dénazification du gouvernement ukrainien et de protection des minorités russes dans l'est de l'Ukraine, qui subirait un génocide depuis 2014 dans l'est de l'Ukraine. Cette opération a concrètement visé à faire pression et à envahir l'Ukraine, Vladimir Poutine craignant un rapprochement entre Occident et Ukraine. La Pologne a franchi le vendredi 18 mars le cap des 2 millions d'Ukrainiens ayant franchi sa frontière, et au total ce sont plus de 3,2 millions de personnes qui ont fui leur pays en 5 semaines de conflit. Nous allons passer à la première partie de la conférence. Je te laisse poser la première question, Emma. Merci. Avant de poser la première question, je tenais à vous présenter donc Nicolas Mazzucchi. Vous êtes docteur en géographie économique, également chercheur en armement et économie de défense au sein de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous avez été en charge d'une équipe d'analystes sur les questions énergétiques au ministère des Armées et vous êtes également consultant en stratégie. Madame Céline Bayou, vous êtes chargée de cours à l'INALCO, également chercheur associé au Centre de recherche Europe-Eurasie, et vous êtes rédactrice en chef de la revue en ligne Regard sur l'Est. Donc pour cette première question, nous allons commencer par une petite mise en contexte. Selon une source diplomatique française, les services de renseignement américains et britanniques ont indiqué à leurs alliés au mois d'octobre 2021 la possibilité d'une intervention russe en Ukraine. Cette mutualisation des connaissances n'a pas conduit à l'adoption d'une stratégie commune, bien au contraire. 2 camps ont émergé, celui des anglo-saxons tenant pour acquis que Vladimir Poutine allait passer à l'attaque, et celui des Européens continentaux, estimant qu'il y avait encore la place pour une négociation. Selon vous, cette guerre aurait-elle pu être évitée? A-t-elle été provoquée? Et encore, l'OTAN et l'Europe ont-ils tout fait pour empêcher cette guerre?
merci pour l'invitation et pour cette première question qui est peut-être la plus délicate. Enfin, ça sera peut-être pire après, je sais pas. Alors, non, c'est très intéressant la question des services de renseignement, parce que vous le savez sans doute, en effet, ça a un peu bougé du côté des services de renseignement français, puisque le responsable de la direction du renseignement militaire vient de mettre fin à ses fonctions de façon assez prématurée et de toute évidence en raison de la guerre en Ukraine. Alors, je crois que ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a observé, et quand je dis on, c'est vraiment du très collectif, c'est-à-dire c'est à la fois les États-Unis, les Britanniques, l'OTAN, les pays européens, la France, et tous les services de renseignement convergeaient à peu près là-dessus. À partir du mois d'avril, en fait, on a observé des choses à la frontière proche de l'Ukraine. On a observé un afflux de matériel et d'hommes de la part de la Russie. Donc il y a eu un premier, ce qu'on appelait build-up au printemps, donc au mois d'avril, et puis il y en a eu un second à partir d'octobre-novembre. Et à chaque fois, les Américains et c'est assez intéressant parce que c'est assez rare, ont vraiment partagé beaucoup leurs informations. Et je pense qu'il y a des choses à tirer aussi de cette expérience, de cet événement dramatique. En termes d'enseignement, de ce qu'on a pu constater, en effet, il s'est vraiment passé quelque chose en matière de services de renseignement avec une volonté des Américains de partager. Et alors, dans une limite raisonnable, comme on l'imagine bien, mais de partager avec leurs alliés et avec leurs partenaires. Là où il y a eu une petite divergence, c'est qu'en fait, je crois que la plupart des services ont convenu du fait qu'ils voyaient la même chose, c'est-à-dire que tout le monde observait la même chose, donc je ne pense pas qu'il y ait une remise en cause du travail vraiment des services. En revanche, là où ça a vraiment divergé, c'est sur l'intentionnalité. Et vraiment, typiquement, il y a eu une volonté américaine, enfin à Washington très claire, d'alerter en disant qu'ils vont attaquer. Et souvenez-vous, avant février, à plusieurs reprises, on l'a vu dans les journaux, les Américains disaient les Russes vont attaquer à telle date. Donc il y a eu 2-3 dates comme ça qui ont été annoncées, qui étaient fausses dates, puisqu'il ne s'est rien passé. Et puis jusqu'à la date du 24 février où vraiment il y a eu cette attaque. Donc ce que je trouve intéressant juste dans ce processus, c'est de faire vraiment cette différence entre ce qu'on voit, et on voyait la même chose, et ce qu'on interprète à partir de ce qu'on voit. Et ce qu'on interprétait notamment en France, mais je crois que les Allemands étaient sur le même portage, enfin d'autres pays européens, était de dire, on a fait en fait un calcul de rationalité en disant ça n'est pas rationnel. Ce ne serait pas rationnel pour Poutine d'envahir l'Ukraine, d'attaquer l'Ukraine. Si vous faites le calcul coût-bénéfice, ça ne tient pas. Et je pense s'il y a un coup pas ou un retour d'expérience à faire et une introspection, une réflexion, je pense que l'erreur elle est là en fait. Les Américains avaient bien misé sur le fait qu'il y aurait une intentionnalité. Alors la question qui peut être posée après derrière, c'est est-ce que les Américains ont, alors je n'irai pas jusqu'à dire provoqué, mais ont attisé les choses, enfin avec cette espèce d'agitation qu'on a vue notamment de façon médiatique, parce que l'une des questions aussi qu'on peut se poser, c'est pourquoi un partage public d'informations. C'est-à-dire que les Américains, tous les services de renseignement partagent leurs informations, c'est une chose, avec leurs partenaires des renseignements. Pourquoi le rendre public? Pourquoi donner des dates? Pourquoi une telle agitation, en fait? Et est-ce que l'objectif était peut-être, du coup, de bloquer justement les choses en disant Russes, on vous a vu, on sait, on a compris que vous aviez l'intention de, et donc du coup, peut-être ça aurait pu le bloquer. Est-ce que c'était ça? Est-ce que je pose sous forme de question, je n'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que c'est un petit peu troublant dans l'attitude, et par définition, les services de renseignement ne sont pas là pour publier des choses dans les journaux. Voilà, donc je pense qu'il y a déjà un premier constat à faire là maintenant sur cette question des services de renseignement, mais voilà, est-ce que le fait qu'ils aient agité autant cette menace peut être analysé comme l'ayant peut-être attisé, provoqué ou accéléré? Je n'irai peut-être pas jusque-là. Non, tout à fait, effectivement, on partage le même constat. Alors, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que sur le plan militaire, la Russie est quand même une grande habituée de faire des méga-exercices qui vont bien au-delà d'ailleurs de ce que les traités internationaux en théorie lui permettent de faire sans avoir d'observateurs à l'intérieur. C'est juste qu'en fait, ils font un énorme exercice, mais qui vont tronçonner artificiellement en plein de petits exercices qui va les empêcher, enfin, ce qui va leur permettre de ne pas avoir à faire venir d'observateurs internationaux. Et une des choses aussi qui divergeait, ça avait été la question des plots logistiques et notamment des hôpitaux de campagne, où pendant très longtemps, on ne les a pas vus apparaître, ils sont apparus vraiment dans les quelques jours qui précédaient l'invasion, et une partie de l'analyse, a priori, de ce qu'on peut imaginer,
des services européens, ça avait été de dire, en fait, qu'est-ce qui différencie ce que font les Russes en ce moment de ce qu'ils font d'habitude aux frontières de l'Ukraine, donc quand ils font un exercice Zapad, voilà, merci. Un exercice Zapad habituel, finalement peut-être pas grand-chose, et c'est vrai que c'est uniquement dans les derniers jours avant l'invasion où là ils sont montés en capacité logistique et où là on aurait pu, rétrospectivement, se dire attention, il se passe peut-être quelque chose de différent d'habitude. Autre chose aussi, ce qu'il faut considérer, c'est qu'historiquement, le rapport justement anglo-saxon et non anglo-saxon est structurant dans le renseignement. Les anglo-saxons ont leur alliance de renseignement, ce qu'on appelle les Five Eyes, donc États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, qui en fait est un système de partage de renseignements qui est un système qui exclut les autres. Donc le cœur du renseignement, habituellement, il est partagé au sein de cette alliance Five Eyes et les autres ont des choses beaucoup plus limitées. Là, effectivement, on a vu un décloisonnement a priori très différent, mais surtout très inhabituel. Et ça aussi, donc dans cette logique habituelle de dire mais bon, les anglo-saxons, ils se partagent des trucs intéressants entre eux, mais pas forcément avec les autres, ça peut être aussi joué par rapport à la perception qu'il y a peut-être eu, je n'en sais rien, dans ces questions-là. Après maintenant, de dire est-ce que ça renforce l'Europe et l'OTAN? Alors l'OTAN très certainement. De toute façon, la raison de vivre de l'OTAN, c'est la menace sur le flanc oriental, on ne va pas se le cacher, ça a toujours été le cas. Donc l'OTAN a passé son temps, depuis l'effondrement de l'URSS, à essayer de chercher une menace crédible pour exister, avec différentes menaces qui, pour un certain nombre d'entre elles, se sont révélées moyennement crédibles. Récemment, on avait quand même eu, quand on reprend le dernier sommet de l'OTAN de 2021, la Chine qui faisait une grande apparition justement comme étant le compétiteur stratégique, que d'ailleurs une partie des pays européens, à commencer par la France, ne voulait pas désigner comme étant justement un adversaire, mais là aussi, mais finalement le cœur un petit peu de l'OTAN, la manière vers quoi il est tourné, la menace vers laquelle en fait il s'est structuré historiquement et il continue de se structurer, finalement c'est la menace flanc-est, la menace russe et notamment la menace nucléaire. Il ne faut jamais oublier une chose qui est, alors pour nous Français c'est un petit peu particulier parce qu'on n'en fait pas partie, mais qui est quand même quelque chose qui est constitutif de l'OTAN, c'est que l'OTAN c'est une alliance nucléaire. Voilà, son cœur de fonctionnement c'est ça. Alors nous on n'en fait pas partie. On n'appartient pas à ce qu'on appelle le comité des plans stratégiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles la France est sortie du commandement intégré de l'OTAN, et c'est le bloc de l'OTAN que nous n'avons pas intégré quand la France est revenue dans le commandement intégré de l'OTAN. Et pour tous les autres pays, c'est ce qui est structurant de l'OTAN. Donc il faut aussi avoir ça en tête, c'est que l'OTAN, c'est a priori, alors pas exclusivement, mais beaucoup du symétrique vis-à-vis d'une menace nucléaire. La question, c'est plutôt finalement, est-ce que ça renforce l'Union européenne? Et là, c'est une question qui est ouverte, parce qu'on n'en sait rien. Aujourd'hui, moi je représente la France pour certaines choses au sein de l'Union européenne, oui, l'Union européenne a compris un certain nombre d'enjeux a priori, veut se saisir d'un certain nombre d'enjeux a priori. Seulement l'Union européenne, quand on a dit l'Union européenne, on a tout dit, on n'a rien dit. L'Union européenne, c'est une entité administrative qui doit gérer un certain nombre de choses avec ses États membres, qui a un certain nombre de capacités par elle-même, notamment c'est l'article 42 du traité sur l'Union européenne qui gère les questions de la politique européenne de sécurité commune, politique étrangère de sécurité commune, mais cet article 42, il a énormément de limites. Les États membres sont très puissants par rapport à ça. D'ailleurs, quand vous regardez l'article 42 alinéa 7, il vous dit bien que pour les États qui en sont membres, c'est l'OTAN qui reste le principal système de défense du territoire européen. Donc là aussi, il y a un rapport, je dirais, pour l'UE à avoir avec ses États membres d'une part, ce qui n'est pas simple du tout, mais aussi à avoir avec l'OTAN. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis 2014, précédente crise russo-ukrainienne, on a une structuration du dialogue OTAN-UE qui est de plus en plus forte, et notamment avec ce qu'on appelle les Joint Doorstep Declarations, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui tient un grand sommet, le représentant de l'autre entité est là pour justement participer, faire une déclaration commune sur les grands enjeux sécuritaires. Est-ce que ça va approfondir justement cette complémentarité entre les deux? C'est possible. Mais le souci, c'est que quand vous avez de la complémentarité, plus elle s'approfondit, et plus à un moment vous risquez de vous marcher sur les pieds. Aujourd'hui, entre OTAN et UE, il y a un certain nombre de sujets où on est quand même très très limite de se marcher sur les pieds, et donc jusqu'à cette guerre russo-ukrainienne, on était en train justement de savoir quels étaient les vrais points de coopération. Est-ce qu'ils vont s'approfondir, ou est-ce qu'au contraire on va avoir une divergence? Ça finalement c'est un petit peu une post-crise qui nous le dira. Vous avez un petit peu anticipé notre deuxième question, mais justement s'agissant de l'Union européenne et de l'OTAN, dans le cas où aucune issue ne serait trouvée dans les prochains mois, ou dans le cas où le conflit s'enliserait davantage, quelles seraient les autres marges de manœuvre de l'Union européenne et de l'OTAN, sachant que l'Union européenne a adopté la boussole stratégique le 21
mars 2022 qui énonce la capacité d'un déploiement rapide de ces dernières en Europe. Alors oui, effectivement, la boussole stratégique, c'est un vrai document majeur de l'Union européenne. En gros, c'est un livre blanc. Pour faire simple, c'est un livre blanc sur les questions stratégiques de l'Union européenne, et c'est bien que l'Union européenne se dote de ces questions. Par contre, quand vous disiez la boussole stratégique énonce cette capacité, non, la boussole stratégique réaffirme cette capacité. Parce qu'en réalité, ça fait très longtemps que l'Union européenne affirme sa capacité d'intervention sur un certain nombre de types de missions, ce qu'on appelle les missions de Petersberg, qui ont été définies en 1992. Et ça fait très longtemps que l'Union européenne, en fait, annonce cette capacité, mais techniquement ne l'a pas. C'est la fameuse affaire, ce qu'on appelle les Battle Group 1500, qui n'ont jamais été déployés nulle part, parce qu'il est très difficile de faire ça, une fois de plus, en regard de ce que je vous disais sur la fameuse question de l'article 47 du traité sur l'Union européenne, qui, en réalité, oui, crée une politique de défense qui elle-même est subordonnée à la politique étrangère. Il faut voir quand même que dans la vision de l'Union européenne, les questions de défense, c'est des questions affaires internationales et diplomatie avant tout. Ce n'est pas des questions qui sont séparées. Elles rentrent à l'intérieur. C'est le service européen d'action extérieure qui est responsable de globalement ce qu'on pourrait appeler le domaine de la défense, d'une manière opérationnelle, s'entend. Ce qui quand même limite beaucoup de choses, et limite beaucoup de choses en son rapport à l'OTAN. L'OTAN, une fois de plus, c'est beaucoup plus opérationnel. Quand on regarde, finalement, l'OTAN, ça a deux missions. L'OTAN, ça fait de la standardisation, donc ça fait de l'interopérabilité, ça permet à des forces armées de pays alliés de travailler ensemble parce qu'elles ont les mêmes procédures et qu'elles ont des matériels qui sont compatibles. Je donne un exemple très simple, tous les pays de l'OTAN, ils adhèrent à ce qu'on appelle la Single Fuel Policy, c'est-à-dire qu'ils ont tous le même carburant. Voilà. C'est-à-dire que demain, quand on fait une opération, dans votre blindé français, que vous ayez du carburant américain, espagnol ou albanais, ça doit être le même. Et il doit fonctionner de la même manière. Donc l'OTAN, ça fait de la standardisation et ça fait de l'entraînement. Donc l'OTAN, c'est une vocation beaucoup plus opérationnelle, et beaucoup plus opérationnelle militaire. Après, justement, ça pose la question de la marge de manœuvre de l'OTAN. Si on est sur une alliance militaire à vocation opérationnelle, pour l'instant, on n'est pas dans un conflit ouvert. Donc, est-ce que l'OTAN peut faire des choses en plus? Ça va être très limité. L'acteur qui, aujourd'hui, a justement les marges de manœuvre, et quelque part, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est un petit peu par rapport à sa, entre guillemets, faiblesse militaire, c'est l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas un acteur militaire à l'origine, c'est un acteur qui est historiquement plutôt un acteur économique. L'Union européenne a eu structuré autour de la politique de la concurrence, et il y a d'autres choses qui sont venues se greffer dessus au fur et à mesure, dont la PESC, mais à la base c'est un acteur économique, donc c'est celui qui a le plus de levier par rapport à ça, et qui donc peut le plus agir en dessous du seuil du conflit armé. Parce que toute la question à laquelle on fait face, et notamment quand on réfléchit à l'OTAN, c'est comment est-ce qu'on agit pour faire des choses en dessous du seuil du conflit armé. L'idée de ne pas dire qu'il faut... Enfin, que si jamais il y a un conflit, quel qu'il soit, entre l'OTAN et la Russie, c'est forcément un conflit nucléaire. L'histoire nous a prouvé qu'il pouvait y avoir des conflits entre puissances nucléaires qui n'étaient pas des conflits nucléaires, mais bref, c'est quelque chose que tout le monde veut éviter, et sur lequel personne, ni les Russes a priori, ni surtout l'OTAN ne veut aller. Donc, ça pose la question des marges de manœuvre. Celles de l'OTAN sont très limitées, celles de l'UE sont plus intéressantes. Donc, peut-être que c'est là aussi un des fameux domaines de complémentarité, justement, entre les deux, qui va se révéler à l'occasion de cette crise. Enfin, c'est pas vraiment un complément, mais je pense qu'il faut savoir aussi à quel moment on se projette exactement, parce que là on est en plein dans la crise, avec en effet cette volonté très claire de ne pas s'engager, enfin, que ni l'OTAN ni l'UE ne s'engagent, donc une extrême prudence qui, enfin il faut le rappeler, je crois que vous est reproché aussi par l'Ukraine actuellement, sur le mode vous n'en faites pas assez, vous ne nous soutenez pas en réalité. Après, si on est sur une autre temporalité et qu'on pense au post-crise, l'une des choses qui est quand même très marquante, c'est cette réactivité qu'a eu l'OTAN et le cas dans une certaine mesure aussi, enfin l'UE, mais sur un autre registre, et qui fait que, imaginons le continent européen post-crise, on a quand même un continent européen où l'OTAN est revenu en force, et où on a des déploiements beaucoup plus importants et qui vont se confirmer, enfin qui sont en train de se confirmer, c'est-à-dire que maintenant l'OTAN réfléchit vraiment en flanc Est, c'est-à-dire comment sécuriser ce flanc Est face à une menace qui maintenant est avérée, qui est une menace russe, et qui jusqu'au 24 février était une menace un peu fluctuante, un peu imaginaire, dont on ne pouvait pas vraiment arguer pour faire des choses. Donc là, on est dans cette logique-là, et du coup, je pense qu'il faut aussi se projeter sur cet après-conflit, même si c'est dans des mois, enfin, on n'est pas dans du pronostic, mais voilà, le terrain après la bataille, ce sera ça, ce sera une OTAN beaucoup plus présente. Et si on réfléchit en effet avec ces questions d'exercice, d'interopérabilité, etc., une beaucoup plus grande capacité, de facto,
Finalement, ce qui manquait un peu, ce qui était des fois un peu pénible, un peu compliqué, de dire bon, on avait fait le FP, on avait fait des déploiements aux frontières, mais qui n'étaient pas très très importantes, etc. On est en train de les renforcer, et donc on va beaucoup plus travailler ensemble aussi. Et on peut envisager, ou peut-être imaginer, mais ça je ne sais pas, c'est peut-être un peu audacieux, qu'il y ait beaucoup plus en effet dans cette logique-là de complémentarité avec une UE qui elle-même est en train de croître sur un certain nombre de domaines de sécurité et de défense. Monsieur Mazzucchi, vous parliez tout à l'heure de la politique de single fuel et justement une question sur l'énergie. La Russie est le premier fournisseur de l'Union européenne de gaz. La suspension du gazoduc Nord Stream 2 est alors apparue comme une déflagration et le prix du baril de pétrole dépasse aujourd'hui les $110. Est-ce que l'influence énergétique du conflit est si importante qu'on peut le penser et qu'on le dit? Et quel rôle peuvent jouer les États et l'Union européenne justement sur ce sujet énergétique? C'est là qu'on va s'amuser. Donc effectivement, j'avais préparé quelques slides, donc déjà, voilà, merci pour la question, savoir d'où on part. D'où on part, donc quand on regarde finalement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne, enfin qu'est-ce que c'est que l'Europe? Non, c'est l'Union européenne, hein. Ouais, ça c'est les statistiques Eurostat. Donc qu'est-ce que c'est que l'Union européenne en termes d'énergie aujourd'hui? On se rend compte finalement que l'Union européenne, quand on parle de son énergie, effectivement, ce sont très majoritairement des hydrocarbures. Donc vous avez le graphique qui est sur la gauche, hein, sur la consommation finale par source primaire. Donc on se rend compte qu'on a pétrole, gaz très majoritaire, l'électricité c'est relativement mineur, c'est 22% d'électrification, 25% pour un pays comme la France, un peu moins pour d'autres pays. Et même quand on regarde le graphique de droite, sur ces questions d'électricité, à partir de quoi est-ce qu'on fabrique de l'électricité en Europe, on se rend compte que là aussi la part des hydrocarbures elle est quand même très importante, et notamment la part du gaz. Donc finalement, notre matrice énergétique européenne, c'est une matrice qui est extrêmement carbonée et dans laquelle il est justement nécessaire d'évaluer la place de la Russie, qu'on peut voir sur la slide suivante. Merci. Voilà. Donc là aussi, ce sont les statistiques Eurostat, pays par pays de l'Union européenne, donc avec une dépendance UE27 moyenne qui est aux alentours de 40%, donc c'est 38,7%, tout à fait exhaustif, sur le gaz, mais ça recoupe des réalités extrêmement différentes. Et en fait, pour répondre à votre question, c'est tout dépend. Tout dépend du pays, pour une raison simple, c'est que tous les pays ne sont pas dépendants aux mêmes hydrocarbures provenant de Russie. Si on prend le cas de la France par exemple, la Russie c'est extrêmement minoritaire. Dans le gaz français, c'est 17-18% sur les années. Et surtout en France, le gaz ne sert quasiment pas à fabriquer d'électricité. Le gaz est majoritairement utilisé en France pour des usages qui sont domestiques, voire industriels, et un petit peu de transport, mais surtout pas pour des usages électriques, grâce au nucléaire. Par rapport à ça, par contre, en France, on a une dépendance qui est beaucoup plus forte à la Russie, et qui celle-là est très difficilement substituable, c'est la dépendance en produits pétroliers, et notamment en diesel. La structure du raffinage du secteur du pétrole en Russie fait que la Russie est en fait en surcapacité diesel. La France est un très gros consommateur de diesel et de facto, ça fait longtemps qu'on ferme nos raffineries. Donc notre dépendance à la Russie, elle s'établit nous beaucoup plus sur des questions pétrolières. Alors au contraire d'autres pays, voilà, si je prends un exemple extrême opposé, c'est le cas de la Lettonie par exemple. La Lettonie c'est 100% gaz. Enfin, en tout cas c'était en 2020. 100% de gaz. Bon, aujourd'hui, c'est des choses qui sont en train de changer. Vous voyez que l'Allemagne, par exemple, c'est 65% de son gaz. Donc, on est sur des choses assez particulières. La question, c'est quelle est l'influence de l'énergie dans le conflit? Il faut voir aussi que, quelque part, alors ça aussi, on peut le juger un petit peu a posteriori, la Russie s'est très probablement servie en amont des questions énergétiques, j'allais dire, pour amoindrir peut-être un petit peu la capacité de réaction de l'Europe quand on voit que les prix du baril de pétrole. Alors, il faut savoir que les prix du gaz n'existent pas de manière indépendante. Quand on parle du prix du gaz, ils sont corrélés sur les prix du baril. Donc c'est pour ça que je parle uniquement des prix du pétrole. Le prix du baril de pétrole, en fait, était déjà très élevé largement avant ce conflit-là, y compris à cause de la Russie. Il faut voir quand même qu'aujourd'hui, la Russie, c'est l'acteur majeur, avec l'Arabie Saoudite, mais c'est quand même la Russie qui est l'acteur majeur dans l'alliance des exportateurs de pétrole dite OPEP+. Aujourd'hui, la Russie qui tire un peu les ficelles de tout ça, donc c'est quand même la Russie qui a quand même été en amont de du pilotage de la politique OPEC+, de savoir combien de volume de barils on allait mettre sur le marché, donc par rapport à la demande pétrolière qui repartait très fort, finalement l'OPEC+, a déjà depuis plusieurs mois limité ses volumes. Ça fait aussi quelques mois, ça fait à peu près 3 mois que la Russie a tendance à injecter assez peu de gaz dans le réseau européen. Là aussi, quand on regardait les volumes de gaz injectés dans Nord Stream 1, ils étaient quand même relativement faibles. Donc ça a amené finalement à une raréfaction de l'offre par rapport à une demande qui était relativement élevée. Donc
phénomène relativement simple dans un marché unifié comme le marché pétrolier et gazier, on a eu une hausse des cours, ce qui explique aussi la situation actuelle de l'Europe, c'est que comme les cours du pétrole et du gaz étaient très élevés, les pays européens ont énormément puisé dans leurs réserves. Explication très simple aujourd'hui, par exemple, de la situation gazière de l'Europe, où on a les stocks gaziers les plus bas depuis 10 ans. C'était à cause de cette situation-là. Comme les prix étaient élevés, en fait, finalement, on décaissait des stocks qu'on avait achetés quand les prix étaient relativement bas, ce qui permettait d'éviter de répercuter sur la facture du consommateur des prix très forts. Donc, comme on se dit que la Russie a quand même été très en amont de cette politique et a été quand même à l'origine justement de cette politique de prix haut, elle n'a pas été le seul acteur, puisque les autres pays OPEP+ en ont bien profité, c'est quand même la Russie qui a tiré un peu les ficelles, on peut se dire que l'arme énergétique, si on peut l'appeler comme ça, elle a quand même été utilisée un petit peu en amont. Donc, il y a eu déjà une première instrumentalisation. Aujourd'hui, dans le conflit, qu'est-ce que ça représente? Alors, dans le conflit lui-même, pas grand-chose. Finalement, c'est plutôt dans les conséquences du conflit, de voir que les pays qui sont les plus indépendants de la Russie, et je pense notamment à la France, sont quand même ceux qui ont la marge de manœuvre la plus grande, et les pays qui sont les plus dépendants de la Russie, et je pense notamment à l'Allemagne, sont quand même les pays qui diplomatiquement ont les marges de manœuvre les plus faibles. Et quand on regarde la réaction allemande, Angela Merkel et Olaf Scholz aujourd'hui, on se rend compte quand même que cette dépendance énergétique, elle doit quand même avoir un rôle non négligeable à jouer dans le positionnement relativement modéré, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'Allemagne par rapport à la Russie, notamment sur le début du conflit. Et même aujourd'hui, on se rend compte que l'Allemagne, c'est quand même un acteur qui reste très en retrait de cette scène diplomatique européenne par rapport à la condamnation de la Russie, y compris parce que les Allemands sont dans une situation qui est extrêmement délicate. Et pour eux, substituer du gaz russe, ça sera très difficile eu égard au volume qu'ils consomment. Ils ont là signé un petit accord avec le Qatar, mais l'accord avec le Qatar, il est très très limité, parce que l'Allemagne, c'est 65% de gaz russe, donc très bien, on peut se dire, effectivement, c'est beaucoup moins par exemple que les 100% de la Lettonie, mais là on est uniquement en pourcentage, on n'est pas en volume, les volumes allemands sont des volumes extrêmement importants. Pour un pays comme la Lettonie, finalement, c'est pas si dur que ça, de décider du jour au lendemain d'aller substituer la Russie par un autre fournisseur, eu égard au volume GNL, gaz naturel liquéfié, qui peuvent être disponibles sur le marché. Par contre, pour l'Allemagne, c'est pas possible du tout de la même manière, et donc forcément, on observe des réactions géopolitiques qui sont un petit peu modérées, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, juste la Lituanie quand même vient d'annoncer qu'elle renonçait à l'achat de gaz russe, ce qui est un geste politique fort, alors qu'il ne nous étonne pas, parce que la Lituanie, certes petit pays, est un pays qui a une politique étrangère extrêmement radicale, notamment à l'égard des pays qui lui posent problème, donc elle est frontale avec la Russie, elle est frontale avec la Chine, au nom des valeurs, etc. Enfin, on peut en discuter, c'est un autre sujet, mais en tout cas, elle a été la première à l'annoncer, et l'idée, pour elle, c'est d'avoir un effet d'entraînement, parce que ça fait partie aussi des demandes quand même de l'Ukraine, de dire, et notamment, on l'a beaucoup entendu à l'issue de ce week-end, vous avez vu sans doute avec le désengagement autour de Kiev, les massacres de Boucha, etc. On a vu à nouveau les Ukrainiens et le président Zelensky ouvertement dire aux Européens interrompez les achats de gaz et de pétrole russe. C'est le seul moyen de faire, le seul vrai moyen de faire pression, parce que c'est là que ça ferait vraiment mal à l'économie russe. Je ne suis pas sûr du tout que la Lituanie soit suivie, mais en tout cas, j'ai trouvé que le geste était assez intéressant. Alors, elle peut se le permettre, la Lituanie, on le voit bien là d'ailleurs. Elle a du GNL qui vient en effet d'ailleurs que de Russie, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de le souligner. Et puis, une autre chose que je voudrais juste souligner rapidement, c'est voilà, on est quand même sur un terrain de guerre en Ukraine. On a des gazoducs qui passent par l'Ukraine et qui transitent du gaz russe vers l'Europe. Parmi ce champ de ruines, etc., les gazoducs n'ont pas été touchés à aucun moment, enfin jusque-là en tout cas, je le vois. Donc ces frappes, elles visent bien des choses précises, et quand elles veulent éviter quelque chose, elles l'évitent soigneusement. Le gaz, en ce moment, il circule, ce qui est quand même, il faut garder ça en tête. On a une guerre entre deux pays. Le gaz russe continue à circuler par l'Ukraine pour alimenter l'Ouest. Après l'enjeu énergétique, un autre enjeu stratégique est le cyberespace. Au-delà d'une question de polarisation et de nouvelles guerres froides, le conflit russo-ukrainien se déroule également dans le cyberespace. Des crypto-monnaies aux cyberattaques, la sphère numérique est un terrain essentiel des conflits récents. Ainsi, selon vous, dans quelle mesure le risque numérique a-t-il un impact sur le conflit, d'abord du point de vue géopolitique et d'autre part du point de vue stratégique?
Vous me définissiez la différence entre les deux. Mais bref, je comprends tout à fait la question. Alors c'est très intéressant de voir, et bon, ça confirme moi ce que je pensais sur la Russie de toute façon, que en fait il y a eu très peu de cyber dans ce conflit, en réalité. Et quand on connaît un petit peu la situation, on n'est pas du tout surpris. Pour une raison simple, c'est qu'il faut se replonger justement en 2014, où là, pour le coup, on avait vu beaucoup de cyber à la fois dans la dimension, j'allais dire, cyberattaque traditionnelle, c'est-à-dire sabotage, etc., et aussi beaucoup de cyber sous l'axe désinformation, manipulation de l'information, donc ce qu'on va engager globalement dans la définition de menace hybride. Même si menace hybride, ça va au-delà de ça, mais je me permettrai pour l'instant de le limiter à ce domaine-là. 2014, énormément de désinformation, les Russes sont extrêmement bons par rapport à ça, ils prennent tout le monde par surprise. Décembre 2015, on a une très grosse cyberattaque qui s'appelle Black Energy qui va toucher le réseau de distribution, enfin une partie du réseau de distribution d'électricité de l'Ukraine qui va être une petite partie, donc quand même c'est assez, symboliquement c'est assez fort, de l'Ukraine dans le noir. Donc on peut dire, il y a beaucoup d'observateurs qui ont dit oulala, la Russie, mon Dieu, cyberpuissance indépassable, capacité d'action partout, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, conflit ouvert, en 2014 on n'était pas dans un conflit ouvert, il faut le rappeler, pourquoi aujourd'hui, conflit ouvert, on ne voit pas la même chose. Pour une raison très simple, enfin deux raisons très simples. La première, on a surestimé les capacités russes, et je vais y revenir. Et la deuxième, les Ukrainiens ont travaillé. Voilà. Entre 2014 et 2022, il faut voir, et c'est là qu'il faut quand même en parler de manière assez franche et assez ouverte, l'Ukraine a énormément investi sur sa cybersécurité, à la fois sur le domaine technique, mais aussi et surtout sur le domaine humain, en partenariat et avec l'UE et avec l'OTAN. Donc ça fait des années qu'ils se préparent. Ça fait des années qu'ils renforcent leur capacité cyber, ça fait des années qu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, ce genre de choses peut arriver. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez aujourd'hui sur le domaine informationnel, donc je suis un petit pas de côté par rapport au cyber, parce que le domaine informationnel, c'est pas que du cyber, qui gagne la guerre de l'information? C'est l'Ukraine. 2014, la Russie avait tout écrasé. 2022, la Russie n'a rien pu faire. C'est les Ukrainiens qui ont gagné. Y compris avec des choses, et c'est là qu'on voit que ça a été préparé par les Ukrainiens, notamment c'est la question des crypto-monnaies. Aujourd'hui, vous allez sur Twitter, vous avez le compte Twitter du gouvernement ukrainien officiel qui vous propose à n'importe qui de faire des dons au gouvernement ukrainien en crypto-monnaie. Ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé un matin, c'est pas arrivé le 25 février en claquant des doigts. Je veux dire, c'est quand même des choses qui très probablement avaient été anticipées, réfléchies, mises en place en se disant attention, si on a une invasion, comment est-ce qu'on peut faire pour toujours avoir accès à un certain volume de financement? Tiens, la question des crypto-monnaies, c'est pas bête, on va commencer à réfléchir à de la mise en place. C'est-à-dire, ils ont fait probablement ce qu'on appelle du red teaming, c'est-à-dire ils ont réfléchi à comment les Russes pouvaient les attaquer et comment eux pouvaient se défendre. Donc je reviens sur ma question de la Russie. La Russie a été incroyablement surestimée, mais c'est normal. C'est normal. Le principe de la Russie dans le cyber, c'est toujours d'apparaître plus grosse que ce qu'elle est. La Russie, elle a des capacités d'action cyber qui sont ciblées, ponctuelles, impressionnantes, mais extrêmement limitées. Voilà. C'est limité à un certain nombre d'entités qui appartiennent à un certain nombre de services de renseignement, qui peuvent faire appel d'ailleurs à des acteurs extérieurs, notamment des acteurs extérieurs criminels, ça on l'a vu par exemple en 2007 pour de la grosse cyberattaque contre l'Estonie, mais le volume de cybercombattants réels disponibles pour la Russie étant tellement limité qu'en fait ça les empêche d'arriver à un certain niveau et notamment à une certaine durée dans la capacité. Ça en plus était renforcé par des tas d'affaires, notamment en 2014, une grosse affaire en Russie qui a amené à l'émigration en fait, de toute une génération on va dire, de start-upers, d'ingénieurs, etc., dans le domaine cyber qui avaient peur de se faire piquer leurs entreprises. Donc ça a aussi amoindri le potentiel tissu de gens qui pouvaient être utilisés à ces fins-là. Donc finalement, quand on regardait ça sur la durée depuis quelques années, on a eu la confirmation que, finalement la Russie, où il y a des capacités ponctuelles, limitées, et que quand on s'engage dans la durée, finalement c'est pas si impressionnant que ça, et surtout la deuxième, c'est que quand on fait de l'entraînement dans le long terme en se préparant aux crises, ça marche. Juste pardon, je suis réactif. Je rebondis sur ce que tu disais. Sur les cryptos, je trouve que c'est extrêmement intéressant en fait, ce qui est en train de se passer sur ce terrain-là, et en même temps en Russie, où on a une grosse hésitation des autorités sur est-ce qu'on autorise le minage, on n'autorise pas, parce qu'en même temps on perd le contrôle, on se met cette angoisse toujours du port de perte de contrôle, mais en même temps c'est quand même une sacrée ressource, et puis il fait froid en Sibérie, donc on peut installer aussi des endroits, tout ça est assez favorable. Et en fait il y a eu un switch très, très rapide au début de la guerre avec les Russes qui sont allés
aussi comme valeur refuge, en fait, je pense, hein, qui se sont tournés vers les cryptos en se disant la catastrophe, les banques, le système bancaire, enfin. Bon voilà, donc il y a aussi un mouvement de ce côté-là. Toujours sur la Russie et sur les start-upers, actuellement il y a aussi beaucoup de départs de Russie. En fait, on parle beaucoup des réfugiés ukrainiens parce qu'ils sont forcés et c'est l'urgence et c'est vital. Mais il y a aussi beaucoup de Russes qui quittent la Russie parce que, pour des raisons plus politiques et parce qu'ils en ont à bol. Et puis il y a aussi l'envoi du lendemain, etc. Et il y a beaucoup de start-upers qui quittent le pays et qui semble-t-il vont, alors notamment, il y a beaucoup de mouvements vers la Géorgie, vers le Caucase, mais il y a aussi beaucoup vers l'Asie centrale et en particulier vers l'Ouzbékistan, qui est en train de se positionner très, très fortement pour récupérer aussi une main-d'œuvre bien formée, efficace et qui voit peut-être potentiellement aussi son intérêt pour son économie. Et puis, dernier petit point sur l'Ukraine. Je trouve que c'est aussi très, très marquant parce qu'on n'a pas, ou en tout cas on n'avait pas avant la guerre forcément cette image-là de l'Ukraine, d'un pays qui avait complètement basculé sur le numérique et dont l'économie a vraiment fortement basculé sur le numérique et qui est beaucoup plus avancée notamment que la France. Bon, je sais qu'on n'est pas forcément un mondial en la matière. Mais voilà, on a toujours l'image l'Estonie ou etc. Vraiment, enfin, franchement, au quotidien, la population urbaine, on va dire, parce que je ne veux pas non plus caricaturer, mais ils ont tout sur leur téléphone, toutes les applis sont sur vos téléphones, et vous avez comme ça une espèce de mode de vie. Et je pense que ça explique aussi en partie, il y a une stratégie de communication du gouvernement ukrainien aujourd'hui, etc. Mais il y a quelque chose qui continue à fonctionner. Et je crois qu'en dehors du cas extrême de Mariupol, qui est complètement coupé en effet des communications, la Russie n'a pas réussi vraiment à empêcher l'Ukraine de continuer à communiquer, ce qui est quand même assez étonnant aussi, hein, dans les échecs accumulés par la Russie. Il y a aussi celui-ci qui peut laisser un peu songer. Si on revient rapidement sur la question de l'énergie, on peut souligner qu'il y a une semaine, le groupe Total Energy annonce qu'il renonce au pétrole russe d'ici fin 2022. À votre avis, quel rôle jouent les grands groupes industriels implantés en Russie dans le conflit? Et quel rôle des gouvernements et de l'Union européenne dans les flux économiques en lien avec la Russie? Non, je ne parlerai pas trop de Total, contre toute attente. Je pensais, oui, mais je penserais plutôt à Renault, à la stratégie de Renault, parce que je trouve que c'est aussi assez intéressant et que c'est un peu un archétype, peut-être un cas extrême, parce qu'il y a plein d'autres investisseurs français en Russie qui sont extrêmement gênés, embêtés par les sanctions. Voilà, c'est une Société Générale. Et je trouve Renault un peu emblématique parce que c'était vraiment la success story française. En fait, ils ont, je crois, 40 000 employés, il me semble, en Russie, et de la production, de la vente. Enfin, ils ont une part de marché énorme. Et il y a eu une énorme hésitation chez Renault. Alors là, un vrai raté de communication, je pense. Mais on comprend bien la difficulté. C'est-à-dire que c'est une décision qui est éminemment politique. Et qu'on a pu leur reprocher de ne pas avoir réagi assez vite en disant bah oui, bien sûr, on se retire, etc. Enfin, c'est très très engageant pour eux. Je pense que ça va complètement déstabiliser l'entreprise, en fait, cette affaire russe. Et on mesure bien cette difficulté qui va bien au-delà d'une question de principe, de valeur, enfin, etc. Enfin, là, on est sur du concret et sur des salaires et sur des gens qui bossent pour l'entreprise. Pour Total, je te... Oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Total a annoncé sur le pétrole et pas sur le gaz, parce que là aussi, il y a une question d'engagement. C'est-à-dire que Total est tellement engagé dans le secteur gazier russe, notamment avec Novatek, puisque Total possède des parts de Novatek, qu'aujourd'hui, le grand projet Yamal, c'est quand même Total qui porte ça, je dirais pas de A à Z, mais quasiment. En fait, pour Total, le désengagement, je ne dirais pas qu'il n'est pas possible, évidemment qu'il reste possible, mais Total est tellement engagé sur le territoire russe par rapport à Yamal que, voilà, sur le pétrole, ils peuvent s'en passer. D'ailleurs, de toute façon, soyons honnêtes, Total Energy est un groupe qui, depuis quelques années, en fait, prépare tout doucement sa sortie du pétrole. Voilà, Total est en fait en train d'adopter la stratégie qui était la stratégie de GDF Suez avant que GDF Suez ne devienne Engie, à savoir marcher sur deux jambes, la jambe gaz et la jambe nouvelles énergies. Voilà, et de toute façon, Total est en train d'accélérer sa sortie du pétrole, on le voit. Non, ce qui est intéressant, c'est, je me permets de faire un pas de côté là aussi, et de me projeter très en arrière, de me projeter au moment où Vladimir Poutine arrive au pouvoir. Quand Poutine arrive au pouvoir, il comprend une chose, c'est que l'ultra-dépendance de la Russie aux matières premières, c'est très bien parce que ça remplit très vite les caisses, mais c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à partir du moment où vous avez une monodépendance à quelque chose,
Et on l'a bien vu parce que Poutine arrive au pouvoir en fait dans les suites de la méga crise économique que la Russie vit en 97-98, qui est une crise qui est d'abord liée au cours des matières premières. Il comprend très rapidement qu'en fait cette monodépendance aux matières premières, c'est finalement c'est une malédiction quelque part pour la Russie, et sa stratégie en fait elle va être en plusieurs temps. Et à partir de 2005-2006, elle va être notamment d'attirer des entreprises occidentales, majoritairement européennes, mais pas que, même si des entreprises américaines à certains moments, pour industrialiser ou réindustrialiser la Russie. C'est d'ailleurs le moment où Renault va rentrer en fait en joint venture avec une très vieille marque russe qui s'appelle Avtovaz. Voilà, pour moderniser Avtovaz. On va faire la même chose avec Fiat dans le secteur automobile qui va venir pour moderniser Gaz, qui est en fait le fabricant de camions en Russie, et la Russie va nouer énormément de liens et de partenariats technologiques. Tous ces liens et ces partenariats technologiques, ils vont s'effondrer pour la plupart d'entre eux en 2014, avec le premier train de sanctions, et c'est le moment où vous avez énormément de coopération scientifique, universitaire, technique, industrielle et entrepreneuriale, auxquelles on met fin, ce qui en fait finalement finit par faire s'effondrer un petit peu cette stratégie de la Russie qui était, on le voit quand on reprend un petit peu la stratégie industrielle russe, de repartir vers l'industriel, notamment parce que vous avez eu entre 2005 et 2007 la structuration de ce qu'on appelle les corporations d'État, en fait, qui étaient les grands domaines industriels dans lesquels la Russie voulait se projeter pour l'avenir. Vous en avez quelques-uns qui marchent encore, c'est Rosatom dans le nucléaire et Rosneft dans l'armement, mais vous aviez OAK, OSK, Rosnano, certains ont été des succès intéressants ou moyens, bon, OAK pourquoi pas, OSK un petit peu, Rosnano ça a été un gros échec, mais il y avait une vraie volonté de réindustrialiser. Là, finalement, tout s'est effondré. Et aujourd'hui, on risque d'être, ça me permet de répondre finalement à la question, sur la phase finale un petit peu de cet effondrement, parce que dans le domaine pétro-gazier, par exemple, pour prendre celui-là, puisque c'est le cœur de la question, le problème, c'est que les entreprises de l'espace euro-atlantique, et européennes en réalité, puisque les Américains sont partis, les entreprises européennes, en fait, souvent, elles viennent dans les champs russes pour faire du parapétrolier ou du paragazier, c'est-à-dire pour apporter un soutien technique et technologique pour l'exploitation des champs. Or, si ces entreprises partent, si on arrête d'avoir de l'investissement extérieur qui va dans les champs pétroliers et gaziers russes, on va être, à moyen terme, donc à l'horizon de 3 à 7 ans, peut-être 10 ans grand max, sur un effondrement de la production russe. Si ces entreprises-là ne sont pas remplacées. Et les seuls qui pourraient les remplacer aujourd'hui, ce sont les Chinois. Et en réalité, l'une, peut-être, on verra, hein, le but c'est pas de prédire l'avenir, si je prédisais l'avenir, je vous rassure, je gagnerais tout le temps l'euro million, c'est pas le cas. On verra ce que sera la suite de ce conflit, mais l'une des suites très probables de ce conflit, c'est un renforcement du rapport russo-chinois, surtout pas d'alliance, mais du rapport russo-chinois, au profit de la Chine. Parce que ceux qui sont en train de tirer les marrons du feu aujourd'hui, côté russe, ce sont les Chinois. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que tout ce qu'aujourd'hui l'Europe, entre guillemets, apporte à la Russie, si l'Europe part, demain c'est la Chine qui va le prendre. Les Russes ne veulent pas à ce niveau-là, mais de toute façon, ils risquent de ne plus avoir le choix. Et dans le domaine pétro-gazier et dans le domaine de la technologie et de l'industrie de manière beaucoup plus vaste, c'est des mouvements qui étaient déjà engagés depuis 2014 et qui pourraient très fortement s'accélérer dans les années à venir. Alors, avant de passer à une question du public, Madame Bayou, la politique agricole de l'Union européenne a récemment évolué, à savoir que toutes les parcelles agricoles doivent être utilisées pour produire. Mais certains pays africains comme l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria sont extrêmement dépendants des céréales russes ou ukrainiens. Cela prouve que certains pays peuvent être atteints par des pénuries graves ou des hausses importantes des prix si le conflit continue sans support de la politique agricole. Comment peut-on réagir pour faire face aux défis agricoles causés par l'isolation de la Russie? Et quelle est la place de l'agriculture dans le conflit? Je vais répondre à la deuxième partie peut-être, mais la première, la solution, je ne l'ai pas vraiment. Oui, c'est une des conséquences directes et qu'on va, à mon avis, très rapidement ressentir. En fait, je pense que ça va aller assez vite de cette guerre. C'est les tensions sur le marché des céréales. Donc, sachant que ce qui est intéressant dans cette problématique, c'est qu'en fait, c'est à la fois la Russie et l'Ukraine
qui sont à elles deux des très gros producteurs de céréales, donc de blé, de colza, d'orge, de tournesol et de maïs. Et sur le blé, je crois qu'ils produisent à peu près à eux deux 30% de ce qui passe sur le marché mondial, enfin, de ce qui est commercialisé dans le monde. Alors, évidemment, là, on a une déstabilisation totale, c'est-à-dire qu'on a d'une part un pays qui est sous sanction, la Russie, donc difficulté à commercialiser, et puis d'autre part, on a un pays, l'Ukraine, qui est en guerre, donc on a de grosses inquiétudes sur la récolte prochaine, même si un certain nombre de ces terres sont à l'ouest, donc un peu plus préservées, mais on comprend bien que tout le système est complètement déstabilisé. Et puis on a une grosse inquiétude sur la commercialisation, puisque les ports ukrainiens sont complètement coincés, bouclés. Je pense que ce soit mer d'Azov ou mer Noire. Et du coup, ça pose aussi une question pour la suite, c'est-à-dire que si on réfléchit à quels sont les objectifs de la Russie aujourd'hui, ce qui est quand même son demande un petit peu, c'est-à-dire est-ce que, puisqu'on a eu dans une première phase cette invasion sur la totalité du territoire qui a laissé un peu tout le monde perplexe, parce qu'on se disait, mais exactement, enfin, stratégiquement, tout ça paraissait un peu... Bon, on a visiblement un recul maintenant sur la partie est et sud, c'est-à-dire avec cette idée potentiellement de donc, occuper le Donbass, garder la Crimée, peut-être faire la jonction avec, entre les deux, donc le long de la mer d'Azov, c'est-à-dire coincer définitivement les ports ukrainiens de la mer d'Azov, et puis peut-être aussi plus à l'ouest ceux de la mer Noire. Donc on s'engage vers quelque chose qui risque d'être long, qui sera long parce qu'il faut attendre l'issue de cette guerre, parce que de toute façon ces ports actuellement ne peuvent plus faire circuler grand-chose, et parce que en plus tout est miné, c'est-à-dire que aussi bien côté russe que côté ukrainien, on est en train de miner, je pense notamment à Odessa, où les Ukrainiens sont en train de miner les abords pour éviter l'opération qu'on craint amphibie de la part de la Russie, et puis les Russes minent de l'autre côté pour empêcher de sortir. Donc les conséquences, elles sont évidentes et elles seront pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas la France qui s'inquiète, puisque la France est un pays agricole et produit, etc. Mais on a une tension sur les marchés, c'est un peu comme sur l'énergie, c'est-à-dire qu'on a une tension sur les marchés avec une augmentation des prix des céréales qui commence déjà à se faire sentir. Et on a surtout des pays consommateurs, dont certains sont de très gros consommateurs de céréales venant de Russie et d'Ukraine à la fois. Alors on pense beaucoup à l'Égypte, hein, spontanément c'est le pays qui est l'un des pays qui est les plus cités, le Liban aussi, alors c'est pareil, il faut se projeter aussi sur une situation économique du Liban qui actuellement est catastrophique, donc c'est la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase, le Maghreb, hein, on pense en particulier à l'Algérie, et puis en Afrique notamment, je pense au Soudan qui en plus est en ce moment en proie à une sécheresse terrible, on parle du Bénin, de la Somalie, etc. Donc on a cette flambée des prix. Ah oui, ce que je n'ai pas cité aussi, pardon, mais qui est aussi important dans cette logique-là, c'est les engrais. C'est-à-dire que les engrais, ils sont produits essentiellement par Russie, mais aussi par la Biélorussie qui est sous sanction, et aussi par l'Ukraine. Donc tout ça va être déstabilisé. Et évidemment, on est attentif à ça parce que le risque, c'est des émeutes de la faim et qu'on a tous le souvenir, je crois, de 2011-2012, hein, avec les printemps arabes qui avaient débuté, voilà, l'étincelle était aussi la pauvreté et la faim. Les solutions, je ne les ai pas, alors l'UE se mobilise à créer des programmes, etc. Donc, mais c'est au niveau européen, c'est au niveau communautaire. Je pense que le problème il est très vaste et il est un peu tôt pour mesurer en fait l'ampleur de la crise qui nous attend parce qu'on va être tous concernés par cette crise potentiellement si elle advient. Donc voilà, je botte un peu en touche sur les solutions parce que je pense que ça va être compliqué. Je ne suis pas spécialiste de la question en plus, mais en tout cas la prise de conscience, enfin la conscience qu'on a de ce qui est devant nous et qui dépasse complètement le champ russo-ukrainien, en fait, on est vraiment là et qui peut se transformer en crise mondiale, ça je crois que tout le monde a en tête. Merci pour cette première partie. On va passer à quelques questions du public. Est-ce qu'il y a des volontaires ? Oui. Allô ? Pardon. Oui. On voit depuis 5 semaines
La Russie s'attaquait à l'Ukraine, une ancienne république de l'URSS. On l'a vu mater ou aider à mater quelques mouvements de population à la fois en Biélorussie et au Kazakhstan il n'y a pas si longtemps. Est-ce que les anciens satellites de l'URSS sont sensibles à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Et est-ce qu'ils observent ça pour se dire finalement, bon, ils essayent, ils n'y arrivent pas toujours. Est-ce que ça peut donner envie à d'autres anciennes républiques, l'Azerbaïdjan ou même peut-être le Kazakhstan, si un jour ils sont débarrassés de leur président en général assez proche de Poutine, si un jour ils le sont, est-ce que c'est aussi une possibilité ou un espoir de liberté à l'occidentale, à l'européenne, pour ces anciennes républiques? Je ne sais pas si on peut parler d'espoir en ce moment, parce que quand ils observent ce qui se passe en Ukraine, je pense que c'est plutôt un effet refroidissement que ça risque d'avoir là dans l'immédiat. Mais je vous suis complètement sur la question, c'est-à-dire que comment interpréter en fait cet acte de la Russie? Et je crois qu'on est tous bloqués là-dessus, en train de se faire, beaucoup de nos cerveaux en train de se demander, mais pourquoi? Alors pourquoi maintenant? Pourquoi aussi violemment? Alors on comprend bien qu'il y a une espèce d'obsession russe sur l'Ukraine avec les questions identitaires, etc. etc. Si on reprend un peu les quelques mois qu'on précédait, moi ça fait à peu près 1 an que j'observe une radicalisation du discours russe et du discours des autorités russes. À la fois sur l'Ukraine, avec, je pense notamment au papier qu'avait écrit, Poutine avait écrit un papier au mois de juillet, je crois, extrêmement violent sur la question, enfin remettant en cause l'identité ukrainienne, et il y a une version amoindrie de ce papier qui est sortie sous la plume de Medvedev à l'automne dernier, dans la presse, en version vulgaire, qui vaut le déplacement. Mais là, on s'était dit quand même, enfin, qu'est-ce que c'est que ce déchaînement, là, tout d'un coup voilà, comme s'il y avait un truc intrinsèque. C'est la Russie, c'est l'Ukraine, ça coince. Alors, est-ce que du coup, ça doit nous autoriser à nous dire, ah bah alors si c'est le Kazakhstan, si c'est l'Azerbaïdjan, si c'est la Moldavie, ils auront moins cette espèce de truc épidermique, ou est-ce que il faut le penser en logique empire, l'ex-URSS, donc voilà, c'est cet étranger proche dans la terminologie russe. Et est-ce que c'est là que ça coince, ou, autre option, est-ce qu'on doit l'interpréter comme un ras-le-bol russe sur le rapprochement de l'OTAN? C'est-à-dire cette obsession aussi de dire à l'OTAN, vous vous rapprochez de mes frontières en permanence, vous élargissez, vous êtes à mes frontières, et vous êtes sur, notamment, là, vous vous rapprochez de ces pays, alors que par commodité, je sais que c'est pas du tout correct, mais que j'appelle les pays de l'entre-deux, c'est juste parce que je ne trouve pas de solution, mais je pense en fait à l'Ukraine, à la Biélorussie, à la Moldavie, et puis aux 3 pays du Caucase, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, c'est-à-dire que c'est des pays qui sont anciens membres de l'URSS, qui ne sont pas dans l'OTAN, qui ne sont pas dans l'UE, à la différence des Baltes. Les 3 Baltes, c'est vraiment un cas à part, puisqu'ils ont réussi, tout en ayant été dans l'URSS, ils ont réussi à passer de l'autre côté et à être à la fois dans l'OTAN et dans l'UE. Et donc ces 6 pays que je viens de citer, qui ne sont pas ni dans l'OTAN ni dans l'UE, dont on ne saurait dire s'ils ont vocation à rentrer dans l'OTAN et dans l'UE. Et je crois qu'on est quand même là, c'est là peut-être une question fondamentale qu'il faut qu'on se pose, nous, en Europe aussi, enfin en Europe et dans l'UE. Est-ce qu'on n'a pas d'ailleurs raté quelque chose? Donc voilà, pardon, je ne réponds pas à votre question, parce qu'en fait je me positionne de l'autre côté. Mais vous, votre question, c'était est-ce que ça ne doit pas donner envie à ces pays? Et en fait, je crois que ces pays en ce moment sont en observation, ils regardent ce qui se passe avec une certaine angoisse, pour certains une certaine gêne. Alors je mets la Biélorussie à part parce que la Biélorussie, on va dire que les choses sont faites quasiment. Mais je pense à des pays comme la Géorgie, comme l'Arménie, comme les pays d'Asie centrale, alors le Kazakhstan qui peut avoir quelques angoisses, puisqu'en effet en janvier, il y a eu une intervention de l'OTSC sur son territoire, qui s'est très très bien faite, très bien passée. Et qui peut-être, alors est-ce que ces pays sont en train de se dire est-ce qu'on est les prochains, ou est-ce qu'ils sont en train de se dire on devrait peut-être faire la même chose que l'Ukraine, c'est-à-dire taper du poing sur la table en disant nous on veut. Alors en même temps, voilà, qu'est-ce qu'on observe de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine il y a 2 mois nous disait je veux rentrer dans l'OTAN, et que Zelensky maintenant est en train de dire j'ai compris que j'y rentrerai jamais.
Voilà, c'est à la fois triste, enfin triste, je ne veux pas dire triste dans le sens où c'est pas une panacée forcément d'être dans l'OTAN, enfin, juste dans le renoncement par rapport à la souveraineté d'un pays qui veut quelque chose et qui, par la force des choses, est obligé de dire que finalement il y renonce, mais c'est pas un choix raisonné de gaieté de cœur. Voilà, mais c'est vrai que je pense que la question elle se pose de ce que veulent ces pays et de tout ça laissera énormément de traces en tout cas. Indéniablement, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on se dit tous, c'est tout ça est un peu étrange parce que Poutine a réussi en un mois à détruire, à détricoter tout ce qu'il avait pu tricoter en 20 ans apparemment, à mettre à bas sans doute l'économie ou en grande partie de son pays, à s'annihiler définitivement les Ukrainiens parce que s'il n'y avait pas de nation ukrainienne, maintenant il y en a une, merci Poutine. Voilà, enfin à mettre de la distance avec un certain nombre de pays qui peut-être en avaient moins avant et qui regardent ça en se disant finalement la Russie elle pourrait leur apparaître de plus en plus comme un contre-modèle. Mais un contre-modèle dangereux, donc du coup est-ce que ça va leur donner envie d'avoir un discours pro-européen ou pro-otanien ou au contraire à se dire il faut trouver un modus vivendi et trouver quelque chose un peu entre deux, je ne sais pas. Alors moi, juste sur l'Asie centrale, parce que c'est un dossier que je suis un petit peu, ce qu'il faut voir, c'est le cas de l'Asie centrale est très particulier, dans le sens où c'était des pays, je pense alors notamment au Turkménistan, à l'Ouzbékistan, un peu moins au Kazakhstan, quoique, qui s'étaient beaucoup éloignés de la Russie vers la Chine, et qui sont revenus vers la Russie. Parce qu'ils ont compris que la Chine, c'était pas la panacée. Et là, je pense surtout au cas turkmène, où les Turkmènes avaient coupé quasiment tous les liens qu'ils pouvaient avoir avec les Russes à un moment au début des années 2010. Et bon, au bout de quelques années de présence de la Chine un peu trop forte, ils sont quand même allés taper à la porte à Moscou en disant au fait, est-ce que vous ne voudriez pas revenir faire balancier? Et aujourd'hui, on a, et ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on a les présidents dictateurs à vie de tous ces pays-là, en fait, dont le jeu est, pour se maintenir au pouvoir, de faire le balancier. Voilà. Parfois, ils ont fait un balancier à trois avec les acteurs qu'on appellera occidentaux. Enfin, c'est des acteurs qui, quand même, ont beaucoup déserté ce terrain-là, à de notables exceptions près, notamment le secteur pétrolier kazakh, encore que c'est plus aujourd'hui du tout les occidentaux qui sont dominants là-dedans. Aujourd'hui, ce sont les Chinois. Mais dans les autres pays, voilà, ça a été très abandonné par les pays européens et les Américains, on va dire à partir du milieu des années 2000. Et maintenant, c'est le balancier entre la Russie et la Chine. Donc la Russie, oui, elle peut faire peur et elle peut apparaître comme répulsive, mais en gros, il y a parfois peut-être, entre guillemets, encore plus répulsif à côté. Donc c'est pour ça que la Russie, elle garde ce pion-là, qui est de dire, mais de toute façon, si c'est pas moi, c'est les autres. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Je voulais revenir au début de votre intervention au sujet des États-Unis, et notamment de la médiatisation un petit peu des renseignements. Est-ce qu'on ne peut pas le relier à ce qui s'était passé en Afghanistan, enfin, pour faire passer un peu la débâcle et peut-être le problème de compétence, entre guillemets, voire même avant, on pense aussi au 11 septembre parfois, où les services de renseignement avaient été mis en cause. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a été une pub, très très vulgairement, hein, mais pour les États-Unis qui pouvaient se redorer un peu leur blason? Je pense qu'il y a eu assez clairement une stratégie interne américaine des services de renseignement pour le reste de l'administration américaine, qui était une façon de dire... Enfin, il valait mieux dire que le loup allait attaquer et qu'il n'attaque pas, plutôt que de ne pas dire qu'il allait attaquer et s'il attaquait, enfin la situation dans laquelle nous on se trouve, les Français. Donc je pense que oui, il y a eu certainement... Et certainement aussi, à contrario, enfin dans l'autre sens, si un certain nombre de pays européens, dont la France, n'ont pas été très enthousiastes à les suivre, je pense que c'est aussi en se disant, oui, bon, enfin ils nous ont déjà crié au loup sur d'autres sujets, et puis on a vu que, voilà... Et puis on avait aussi ce sentiment en effet qu'ils voulaient redorer leur blason par rapport à ce qui s'était passé quelques mois auparavant avec l'Afghanistan. Et du coup je pense que ça a joué aussi dans le fait qu'on les a écoutés, mais avec une certaine distance, en se disant bon, ils ont l'air un peu affolés, mais on est un peu mais certainement. Et à votre avis, est-ce qu'ils ont atteint leur but du coup? Est-ce que ça a fonctionné? En tout cas, le responsable du renseignement américain n'est pas mis dehors. Donc je pense que oui, dans une certaine mesure, ça a fonctionné.
Et puis, il faut aussi être conscient d'une chose, c'est qu'en fait, depuis Obama, la rhétorique stratégique américaine, c'est beaucoup ce qu'on appelle le naming and shaming. C'est-à-dire vraiment, on désigne un acteur comme étant l'acteur qui se conduit mal, qui conduit des cyberattaques, qui fait des choses qui ne vont pas, etc. Et donc, on expose le linge sale sur la place publique. Ça, vraiment, c'est très très prégnant. Alors, ça existait déjà avant, hein, mais c'est très prégnant depuis Obama. Alors, ça a beaucoup été la Chine, puis à partir de 2014, on a eu la bascule vers la Russie. On va dire que le naming and shaming dans la rhétorique stratégique américaine vis-à-vis de la Russie, c'est quand même quelque chose qui est en bruit de fond depuis un long moment. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi on ne l'a pas écouté finalement plus que ça aujourd'hui. Et voilà, on médiatise beaucoup effectivement aujourd'hui ce succès actuel du renseignement américain, mais il faut voir que quand même on est dans une rhétorique stratégique qui est plus longue de la part des États-Unis sur la dénonciation de la Russie. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, bonjour. Moi j'avais une question de politique interne en Russie. Je me demandais quelle place on pouvait accorder aux dissensions au sein de l'élite. Notamment, j'ai été assez frappé de voir les déclarations anti-guerre de plusieurs oligarques. Notamment, on a parlé du secteur automobile, donc d'Éric Pascal. J'ai trouvé qu'il avait été assez... qu'il vitupérait assez fort sur le sujet. Je pense aussi à Friedman, à Abramovich. Donc c'est des questions qui m'ont un peu interpellé. Et alors aussi, je ne sais pas si on peut vraiment les relier, mais la question des fausses informations, enfin des informations biaisées qui ont été remontées à Poutine, on a l'impression qu'il y a aussi une dissension peut-être côté militaire qui peut jouer. Alors je ne sais pas quelle place on peut accorder à ces dissensions dans l'évolution des événements. Alors, sur les oligarques, je ne suis pas du tout compétente. En revanche, sur l'entourage politique, on se pose plein de questions, on a plus de questions que de réponses, mais de toute évidence, il se passe des choses qui ne sont pas très très claires. Et il semblerait en effet que toute l'information ne soit pas transmise à Poutine en temps et en heure, et surtout dans son ampleur. Donc cette déconnexion qu'on sent semble assez confirmée. Vous avez sans doute vu, je crois que c'était le 21 février, c'est ça, cette fameuse séance du Conseil de sécurité, avec cette séance d'humiliation où il a imposé notamment à Naryshkin. En fait, il a pris donc plusieurs personnalités des différents services en leur demandant, enfin en les ayant pas prévenus du thème de la réunion avant. Donc il les a pris à froid et en leur disant, bon, en leur demandant s'ils étaient favorables ou pas à la reconnaissance des républiques de Donetsk et de Luhansk. Ils avaient l'air un petit peu perplexes et je pense qu'au-delà de se dire ce qu'ils en pensaient réellement, ils étaient en train de se dire, mais le sens du vent est lequel et qu'est-ce qu'on est censé répondre? Bon, et Naryshkin, c'est vraiment planté, pardon. Et c'est pathétique. Et la scène est très intéressante à regarder parce que vous avez quasiment mal au cœur pour Naryshkin. Il faut quand même le faire pour avoir mal au cœur pour Naryshkin, mais on est carrément mal à l'aise, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça dit? C'est intéressant parce que qu'est-ce que ça dit cette séance filmée, voilà, diffusée? Enfin, pourquoi aussi, pourquoi une telle ouverture tout d'un coup? Bon, de toute évidence, enfin, une des interprétations qu'on peut faire, c'est de se dire que Poutine avait pris sa décision et qu'il embarque tout le monde avec lui. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, ces gens-là ne pourront pas se désolidariser en disant on était contre. Il y avait le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense qui était là aussi. Voilà. Or, on sait bien de toute évidence que du côté de la Défense, peut-être pas je dirais pas unanimité, mais en tout cas un enthousiasme délirant sur cette opération spéciale. Et que peut-être au ministère de la Défense, un certain nombre d'intervenants, dont le ministre ou dont le chef d'état-major, ont peut-être jugé déjà avant le 24 que ce n'était pas l'idée du siècle, cette invasion, et que les opérations seraient un petit peu plus compliquées que ce qu'on avait bien voulu faire croire à Poutine. Donc ce qu'on sent, c'est qu'il y a quand même cette espèce à la fois de déconnexion de la réalité, donc, je ne veux pas rentrer dans la caricature non plus, mais quand même un peu, et d'un appareil derrière qui a peur du chef. Et qui du coup ne fait pas tout remonter au chef, et ça c'est vraiment problématique. Après, sur les désolidarisations, on a vu quelques déclarations, quelques cas et de gens un peu connus en fait, parce qu'il y a tous ceux qui partent et qui sont anonymes, et puis il y a ceux qui partent ou qui ne partent pas d'ailleurs, mais qui parlent un peu, etc. Ils sont quand même pas très nombreux. Voilà. Sur les oligarques, je reste plus prudente parce que je connais moins bien, mais les oligarques ont aussi beaucoup à perdre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, ok, ils ont peut-être perdu le yacht à Nice, etc., mais en Russie même, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ne vont pas bouger un orteil parce qu'ils ont aussi beaucoup d'intérêt en quotidien.
reste important. Oui, on est d'accord. Enfin, habituellement, on oppose de manière assez caricaturale les Siloviki aux libéraux. Bon, là, évidemment, on n'a pas du tout vu cette fracture-là. Celui qu'on a vu surtout, c'est Deripaska. Mais Deripaska, il a déjà l'habitude, c'est pas la première fois en fait qu'il fait des déclarations sur la politique russe de manière globale. Alors, habituellement, c'est plutôt sur la politique économique, la politique intérieure, etc. Mais pour une raison simple, c'est que Deripaska, quand on prend en fait le premier ou le deuxième cercle, appelons ça comme ça, c'est l'un des plus indépendants. Je veux dire, Rusal, c'est peu lié à l'État russe. On n'est pas sur des acteurs comme Kirienko, Sechin, etc., qui eux sont totalement dépendants d'une entreprise d'État et du jour au lendemain, ben voilà, ça peut très rapidement, on peut très rapidement, très vite les mettre dehors. Dans des images, je ne dis pas qu'on ne peut pas le mettre dehors, mais ça serait plus compliqué et ce qui lui donne aussi finalement un petit peu cette liberté de ton, mais qui est une liberté assez habituelle chez lui. Et c'est vrai que les autres du courant, entre guillemets libéral, une fois de plus, bon, ça veut dire ce que ça veut dire en Russie, Kirienko, Greff et compagnie, on ne les a pas du tout entendus sur cette affaire-là. On ne sait pas forcément dire qu'ils n'en pensent pas moins, mais en tous les cas, effectivement, les CCI, ils ont tellement à perdre que de toute façon, dans tous les cas, ils ont très peu de chance. On a très peu de chance de les voir s'exprimer de manière directe et assez franche, une fois de plus, comme Deripaska a pu le faire. Merci pour vos réponses. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le Général Desportes. Monsieur le Général, vous êtes général de division, docteur en histoire et ancien directeur de l'école de guerre, également professeur de stratégie militaire à Sciences Po et HEC. Stratégie tout court. Stratégie. Ah. Nous allons vous poser une première question pour entrer dans le vif du sujet. À peu près d'un mois de guerre, le président ukrainien Zelensky a évoqué la possibilité de négocier avec la Russie de Poutine, notamment s'agissant de la Crimée et du Donbass. Il y a eu différentes séances de négociations qui ont été organisées en Turquie notamment, ce qui n'est pas un hasard entre les deux parties pour tenter de mettre fin à la guerre. Selon vous, est-ce qu'un compromis entre les deux dirigeants est possible dans les mois à venir? Est-ce que la Russie est prête à faire des concessions? Et Churchill disait on ne négocie pas quand on a la tête dans la gueule du tigre. Est-ce que l'Ukraine a seulement le pouvoir de négocier ou est-ce qu'elle est dans la gueule du tigre, pour reprendre les propos de Churchill? Merci. Il faut appuyer sur le bouton. Oui. Voilà. Merci à vous. Avant de répondre à votre question, moi je voudrais dire quelque chose. Je crois que cette guerre-là, il faut la voir comme un échec extrêmement grave, mais un échec d'une part de la Russie, mais aussi de l'Occident. Et qu'à un moment donné, il faudra se poser la question des responsabilités et se poser la question, nous, occidentaux, qu'est-ce que nous avons fait depuis 1989 pour que les Européens s'enrichissent sur un territoire européen. Le temps n'est pas à la recherche des responsabilités, mais en tout cas, il faudra se poser cette question-là. Qu'est-ce que nous avons mal fait? Qu'est-ce que nous aurions dû faire? Et comment peut-on faire pour que ça ne se reproduise pas? C'est un drame. Des Européens qui s'entretuent en Europe, moi je trouve ça absolument dramatique. Alors pour répondre à votre question, moi d'abord, chacun sait, mais on est là, on est dans un échec global de l'Occident et de la Russie, ou de la refondation de l'Occident depuis la fin de la guerre froide. Bon. Mais on est dans un échec militaire russe patent, et cet échec vient fondamentalement de l'incompréhension de l'autre. C'est-à-dire qu'on a une succession d'erreurs d'interprétation du côté de M. Poutine absolument hallucinante. La première, c'est de ne pas avoir compris qu'il y avait désormais un peuple ukrainien qui s'était complètement cristallisé sur les affaires de 2014 au Donbass et que c'était plus le peuple ukrainien des années 2000. Ensuite, une erreur complète sur M. Zelensky qu'il prenait pour un clown de tréteau et qui s'est avéré être non seulement un chef d'État mais un chef de guerre tout à fait remarquable. Incompréhension, mauvaise interprétation de la capacité de l'armée ukrainienne à se battre. Or, elle est bonne, contrairement à l'armée russe qui est mauvaise. L'armée ukrainienne, elle est bonne dans ses actes de combat. Ensuite, erreur d'interprétation encore sur l'Occident. Il nous avait pris pour un ensemble de nations molles, et je comprends qu'il se soit trompé, mais qu'il se fût trompé. Mais eh bien, ça n'a pas été le cas. On a réussi à faire front uni, et puis des manques de compréhension également du lien entre les États-Unis et l'Europe. Il pensait que ce lien était suffisamment distendu pour que l'Amérique ne revienne pas. Bon, en fait, il a
basé son combat sur un certain nombre d'hypothèses qui étaient fausses, c'est-à-dire qu'il a, au fond, commis l'erreur la plus grave qu'on peut faire en stratégie, il a méprisé son adversaire. Hein, il n'a pas cherché à comprendre ce qu'était l'autre. Bon. Et pour un certain nombre de raisons, d'ailleurs, vous l'avez dit, il n'a pas accès à la réalité, il ne comprend pas, on ne lui dit pas, etc. Donc, il ne veut pas croire et en plus, on ne lui dit pas. Donc, il fait un certain nombre d'erreurs. Et j'étais il y a quelques jours, juste avant le début de la guerre, à côté, à l'ambassade de Russie, et juste le 21 février. Et je me rappelle avoir écouté devant moi, j'étais complètement ébahi, l'ambassadeur de Russie nous dire, attendez, je vais vous dire quelque chose de grave, actuellement les nazis ukrainiens sont en train d'attaquer la Russie, nous sommes en danger, il va falloir qu'on se défende, etc. Alors quand vous êtes européen, vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe. Mais donc on est dans cette affaire-là, et l'erreur d'interprétation russe fait que, au fond, et je continue de me la faire sur l'ambassadeur dit on est obligé de faire une opération militaire spéciale. Bon, moi je ne savais pas trop ce que c'était qu'une opération militaire spéciale, et puis on a vu comment ça démarrait. Et je me suis trouvé plusieurs fois sur un plateau de télévision avec le premier conseiller de l'ambassade de Russie, qui continuait à dire, mais on fait une opération militaire spéciale. Je lui ai dit, mais non, il y a quand même des bombardements. Il dit non, nous faisons des tirs de précision et quelques dommages collatéraux, mais nous conduisons une opération militaire spéciale. Et alors je me suis dit, ces gens-là mentent. Mais non, ils ne mentaient pas. Ils ne mentaient pas. Parce que dans leur tête, c'était une opération militaire spéciale. Et donc, au fond, ils n'avaient pas préparé leur armée à la guerre qu'ils ont eu à conduire. Donc, des problèmes de logistique, les plans sont mauvais, on trouve des recrues dans les premiers rangs, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout conduit cette guerre-là, ils n'y croyaient pas du tout. Alors maintenant, pour revenir plus précisément à votre question, est-on prêt à la négociation? Moi, je crois que personne n'a envie de négocier aujourd'hui. Je crois que personne n'a envie de négocier. Je dirais que M. Poutine n'a pas assez gagné pour commencer à négocier. Et puis il sait que le 9 mai arrive. Le 9 mai, c'est la date de la victoire. Et il doit avoir quelque chose à donner au peuple russe qui le soutient largement. Les sondages du jour, c'est 85% de la population russe qui le soutient. Donc c'est absolument gigantesque. Donc il faut qu'il donne quelque chose. Quant au président Zelensky, lui, il se dit, il ne faut pas que je lâche maintenant, parce que je suis en train de reprendre du terrain. Et donc, ce qui se passe toujours quand on s'approche des négociations, c'est que chacun cherche à améliorer ses positions sur le terrain pour être encore un peu plus fort sur le tapis vert. Et donc, on a vu en particulier M. Zelensky exiger quelque chose qu'il n'obtiendrait jamais, évidemment. Il a dit non, l'OTAN, d'accord, il n'y a plus d'OTAN, je n'en parle plus. Par contre, j'aimerais bien avoir des garanties, et par exemple, que l'Ukraine soit garantie par les 3 puissances nucléaires de l'OTAN. Bon, c'est exactement comme s'il rentrait dans l'OTAN, cette histoire-là. Donc, on voit bien qu'il est en train de demander des choses qui ne lui seront pas données, simplement parce que lui, il a encore envie, probablement, d'améliorer ses positions, de manière à ne pas avoir à donner le Donbass, à donner Mariupol, enfin que Mariupol sera détruite, etc. Et donc, il continue. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, on est encore assez loin du moment où les deux auront véritablement envie de négocier. Monsieur Desportes, voici une représentation de la situation militaire à l'heure actuelle. Aujourd'hui, comment s'organise le rapport de force sur le terrain? Comment analysez-vous la progression russe depuis le début? Et surtout, vous l'avez évoqué, mais la résistance ukrainienne a été très farouche. Et vous l'avez évoqué également, mais Vladimir Poutine a-t-il sous-estimé l'Ukraine? Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, mais il l'a profondément sous-estimé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi c'est une opération militaire spéciale? Parce que c'est une opération de décapitation en 2 jours. C'est-à-dire que lui pense avoir pris Kiev le 25, le 24 février à midi, peut-être le 25 au plus tard. Et donc c'est ça, je viens d'expliquer, d'ailleurs il avait expliqué à son camarade Xi Jinping que ça n'allait pas durer longtemps, que ce n'était pas la peine de s'affoler, etc. Et qu'on allait faire ça rapidement. Et puis ça ne réussit pas, et donc il va se lancer dans une deuxième affaire, mais qui est encore une erreur. C'est-à-dire qu'il va essayer, on voit bien, au lieu de faire ce que tous les militaires savent faire, c'est-à-dire concentrer ses efforts sur 1 ou 2 axes, il va essayer de submerger complètement l'armée ukrainienne. Et donc, il n'y arrive pas, et donc il est arrêté partout. Et donc,
Donc, on est au 40e jour de guerre, il a conquis une ville qui s'appelle Kherson. Les autres, il les martyrise, mais il ne les a pas conquises. Et donc, ne se concentrant nulle part, il n'est capable de rien. Et ayant compris ça, là, on est en train de rentrer dans une troisième phase de la guerre, où il se dit, je ne peux plus continuer comme ça, donc il faut que cette fois-ci, j'applique le principe fondamental de la guerre, qui est le principe de concentration, je vais regrouper mes troupes quelque part pour me lancer dans une manœuvre ou l'autre. Et je vais vous expliquer ce qu'il peut faire, à mon avis. Ce qui ne veut pas dire qu'il va lâcher Kiev. Il lâche Kiev. Mais il faut qu'il accroche les troupes ukrainiennes à droite et à gauche, de manière à ce que le principe de la guerre, c'est le principe de la liberté d'action. Donc je n'ai de liberté d'action que si les autres ne sont pas là. Donc je vais créer des points de fixation avec des masses de troupes, par exemple en Biélorussie, du côté des marais du Pripet, par là, hein, entre la Biélorussie et Kiev, de manière à ce que les Ukrainiens n'aient pas la liberté d'action d'aller projeter leurs forces à l'endroit où moi j'attaquerai. Et donc, que peut-il faire maintenant? En fait, il a trois objectifs possibles. Il a un objectif vers lequel il n'ira pas, qui est Kiev. Kiev, à mon sens, n'a jamais été à sa portée, mais elle est encore moins, parce que les troupes russes aujourd'hui ont engagé le 80% de leur force opérationnelle, et cette force opérationnelle est profondément usée, avec au moins 10% des hommes qui sont morts, qui sont prisonniers, avec 20 à 25% le matériel qui ont été détruits. Donc le fer de lance de l'armée russe n'existe pas. Donc Kiev, c'est pas possible. Quels peuvent être les deux autres objectifs? Il y en a un qu'on voit très bien, qui semble à portée de vue quand on regarde ça d'avion comme nous. Hein, on se dit, c'est aller prendre Odessa, d'aller couper, d'aller jusqu'à la Moldavie. Donc le sud de l'Ukraine, ça va naturellement tomber, parce que ça ne peut pas tenir tout seul. Et donc on se dit, si je prends Mykolaïev et si je prends Odessa, finalement là, je peux revenir le 9 mai en disant, les gars, c'est bon, quoi. J'ai eu exactement ce que je veux, j'ai tous les ports de la mer d'Azov, j'ai tous les ports de la mer Noire, donc ça valait effectivement le coup que 10 000 soldats russes meurent. Donc ça, c'est un objectif qui est tout à fait possible. Et un deuxième objectif qui est possible, mais à mon avis, ce serait moins politiquement intéressant pour lui, c'est d'aller enfermer le gros des troupes ukrainiennes qui est en train de se battre contre le Donbass, c'est-à-dire d'arriver à refermer la mâchoire entre Kharkiv et Mykolaïev, quelque chose comme ça, de manière à enfermer les troupes et donc à s'emparer de toute cette partie du Donbass. Et là, je pense qu'il y aura, l'état-major russe va réfléchir, qu'est-ce qui est plus facile à faire? Maintenant, on est un peu pressé par le temps, parce qu'il y a le 9 mai, et donc il faut aller relativement vite. Moi, je pense que finalement, Odessa est plutôt plus facile. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Odessa est bombardée depuis la mer, depuis 2 jours. Là-bas, Odessa est bombardée. Et que c'est possiblement un objectif tout à fait possible pour M. Poutine maintenant, parce qu'il peut sembler tactiquement réalisable et qu'il est politiquement tout à fait intéressant. Mais comme d'habitude, ça ne sont jamais que des hypothèses. Le renseignement et à la guerre, on ne fait que des hypothèses. La stratégie est toujours basée sur des paris. Bon, le pari de M. Poutine a échoué complètement. Quel pari peut-il faire maintenant? Je n'en sais rien. Le problème, c'est, vous l'avez dit madame, c'est que il a un accès limité à l'information et que, comme nous le disait Francis Bacon au XVIIIe siècle, je crois, au XVIIe, hein, il nous disait, en général, les gens pensent vrai ce qu'ils ont envie de croire comme étant la vérité. Et c'est tout à fait le problème de M. Poutine. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais m'adresser à vous, Madame Bayou, évidemment, en général, vous pourrez réagir. Une autre conséquence géopolitique du conflit est le renforcement de l'axe Chine-Russie. On en a déjà parlé, dans la mesure où la Russie n'a plus trop d'alternatives autres que l'Est et vers l'Asie. Cependant, si la Chine basculait trop du côté russe, elle pourrait être l'objet de nouvelles sanctions américaines, et la Chine est prise en tenaille entre sa fidélité au pacte passé avec Moscou et les contraintes de l'économie globalisée. Quelle est la position de la Chine à l'heure actuelle? Vous y avez déjà un petit peu répondu, mais comment peut-elle évoluer, et est-ce qu'il y a un risque de bloc à l'Est qui va se développer, une polarisation du monde, comme on l'a vu pendant la guerre froide il y a près de 30 ans, et quelles seront les réponses des Américains? Est-ce qu'il y a un risque d'une doctrine Biden, comme l'a été la doctrine Truman dans les années 50? La question elle est complexe. Enfin, il y a plusieurs questions dans votre question. Alors, juste pour... je vais peut-être commencer par les États-Unis pour arriver à la Chine, en fait. On
on se souvient, ça fait quand même des mois, enfin jusqu'au 24 février, que l'on entendait que Biden voulait se concentrer sur la Chine et pas trop sur l'Europe. Et que donc il avait intérêt à ce qu'il ne se passe pas grand-chose en Europe, parce que lui, sa priorité, c'était traiter la question des relations avec la Chine. Donc là, évidemment, Poutine a mis quelques bâtons dans les roues et il est obligé de se concentrer grandement sur l'Europe dans l'immédiat, ce qui fait qu'il est un peu moins attentif à la Chine. Ça, c'est une première chose, et du coup, j'en arrive à la Chine elle-même, qui, je crois, là, pour le moment, est en phase un peu observation. On remarque qu'elle est extrêmement prudente. Nicolas l'a souligné tout à l'heure, y compris sous l'axe énergétique. Je pense qu'elle est en train, en effet, d'attendre de tirer les marrons du feu et de voir ce qu'elle peut gagner de cette situation. C'est-à-dire que plus la Russie est acculée, et notamment par la violence des sanctions, qui était vraisemblablement aussi quelque chose que Poutine n'avait pas anticipé, le fait qu'il y ait des sanctions aussi fortes et aussi rapides. Donc du coup, on a un discours russe qui consiste à nous faire croire qu'il y a une alliance russo-chinoise. On a vu, c'était le 4 février, si je ne dis pas de bêtises, Poutine était en Chine pour les JO et il y a eu un accord entre Xi Jinping et Poutine qu'on nous a présenté comme étant une véritable alliance. En réalité, peut-être c'en est une du point de vue chinois, mais du point de vue russe, c'en est pas une parce que la Russie a très très peur de son rapport avec la Chine et que parce que la Russie sait qu'elle est le joueur partant de la Chine, et pas le contraire. Donc il y a quand même une limitation intrinsèque par la Russie de son action vis-à-vis de la Chine, même si elle a tout intérêt actuellement à mettre en scène une véritable coopération, une véritable amitié, une proximité, etc. Mais ça fait très longtemps en fait que Poutine a cette attitude. Et si on revient, par exemple, on parlait de l'énergie tout à l'heure, j'ai le souvenir dans les années 2000, enfin au début des années 2000, quand il y avait des difficultés dans le dialogue énergétique russo-européen, de temps en temps la Chine disait, la Russie disait, enfin Poutine d'ailleurs en personne, disait aux Européens, écoutez très bien, je comprends, vous voulez pas trop de mon gaz, c'est pas grave, je vais le vendre aux Chinois. Ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire que le gaz que la Russie vend aux Chinois, d'abord, c'est pas les mêmes gisements, c'est des gisements qui sont très à l'est, les gisements qui sont plus à l'ouest, naturellement, vont plutôt vers l'Europe, et surtout, d'abord, les volumes ne sont pas du tout les mêmes, hein, donc, même s'il y a eu un certain nombre de projets, enfin, on avait beaucoup parlé, par exemple, du gazoduc Force de Sibérie qui donc achemine du gaz sibérien vers la Chine, mais tout ça n'est pas dans l'intérêt de la Russie, enfin c'est pas extrêmement rentable pour la Russie, et la Russie le sait pertinemment. Pareil, dans ses rapports, enfin globalement dans ses rapports économiques avec la Chine, la Russie reste toujours en difficulté et en position de junior partner. Donc je pense que cette espèce de fantasme qu'on a parfois d'une alliance russo-chinoise et une recomposition du monde, etc., je pense qu'il y a beaucoup de discours, il y a une énorme mise en scène qui est politique, qui est diplomatique, qui est géopolitique, mais la réalité qui est derrière, c'est que je pense qu'il faut quand même garder en tête que la Russie est un pays européen, a besoin de l'Europe, il y a des interdépendances, tout comme l'Europe a besoin de la Russie. Il y a des interdépendances qui ne sont pas que énergétiques, hein. Enfin, c'est un petit peu la manifestation peut-être un peu emblématique, c'est le gaz, etc. Mais je crois que la Russie est parfaitement consciente qu'elle a besoin des deux pôles. C'est-à-dire qu'elle peut essayer de renforcer en effet son partenariat avec la Chine dans une certaine mesure, elle peut tenir un discours très anti-occidental, et ça fait des mois que ça dure. Ça fait des mois et des années, mais vraiment, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, en disant, depuis un an, en fait, moi je remarquais une montée du discours russe et de la dureté du discours russe à l'égard de l'Occident en général, hein. Alors à la fois c'était civilisationnel, culturel, etc. Et ça allait de pair avec un discours sino-russe qui pouvait paraître très cohérent, en mode monde multipolaire, on présente un autre modèle, la démocratie à l'occidental n'est pas la panacée, les valeurs occidentales, ce sont des valeurs de toute façon qui sont complètement dépravées, donc ça ne nous intéresse pas, on a un autre modèle à proposer. Et là, il y a un discours cohérent avec la Chine. Mais je pense que c'est une espèce de façade qui ne doit pas non plus nous éblouir ou nous tromper sur la réalité du partenariat. Alors je ne dis pas que rien ne va se faire, qu'il va pas y avoir un renforcement. Et je pense que forcément il y en aura un, parce que là, la rupture entre la Russie et l'Europe ou l'Occident, elle est quand même très très forte, et que même si la guerre s'arrêtait demain, j'ai du mal à penser qu'on va prendre, ce sera business as usual dans les 2 mois qui suivent, enfin peut-être.
Mais néanmoins, je crois qu'il y a des limites à ce partenariat et que vraiment ce terme d'alliance, en tout cas, je n'irai pas jusque-là. Moi, je partage évidemment ce que vous venez de dire, mais ma vision, c'est quand même ce qui va l'emporter pendant un moment, c'est la grande difficulté de l'Occident, à revenir vers la Russie. Et donc la Russie, il faudrait bien qu'elle trouve un allié. Et on voit bien d'ailleurs que dans cette affaire-là, la Chine n'a pas tellement intérêt à ce que cette guerre se termine. Il ne faut pas que ça aille trop vite, parce que plus la guerre dure, plus la Russie vient dans sa main, elle viendra manger, etc. Et dans l'espèce de grand affrontement bipolaire qui pourrait arriver, on a intérêt à avoir un certain nombre de vassaux, dont la Russie. Et moi, je pense qu'on va aller vers d'avoir une restructuration complète du monde. Le monde né au mois d'août 1945 à San Francisco est un monde qui est mort, je pense, définitivement. Il faudra tout réinventer, tout restructurer, et qu'on va aller vers un monde constitué de blocs. Et quand on va faire le compte, on va s'apercevoir d'ailleurs que le bloc occidental sera beaucoup plus faible que le bloc occidental tel qu'il pouvait exister pendant la guerre froide. Et on va bien s'apercevoir que le monde a changé, et qu'on va avoir besoin, nous, de se préparer à vivre dans un monde qui sera beaucoup plus agressif vis-à-vis de nous qu'il ne l'avait été. Il y a des signes qui sont quand même assez étonnants. Le fait que le Sénégal n'ait pas voté, la première résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit nous réveiller. Le Sénégal, c'est le pays avec lequel on se sent le plus lié en Afrique. Or, ils ne sont pas venus avec nous. Alors moi, je pense qu'on va avoir des blocs. La démondialisation est évidemment en cours. Jusqu'où ira-t-elle? Je ne sais pas. Mais forcément, les maîtres mots qui sortent de cette crise, c'est souveraineté, autonomie et puissance. Bon, tout ça, ça va casser évidemment la démondialisation. On a eu le premier coup de semence qui s'appelle Covid, qui nous a bien montré que dépendre, la liberté d'action était le principe de base de la stratégie, que quand je suis plus libre, quand je dépends de quelqu'un, je suis plus libre. Et donc là, on en reprend une deuxième couche, et je crois, hélas, qu'on va avoir un monde qui va être recroquevillé autour de blocs qui vont évidemment être obligés de continuer à échanger, mais beaucoup moins qu'avant. On va avoir des blocs qui vont défendre leurs propres valeurs. Les valeurs occidentales ne sont plus les valeurs universelles, les choses sont claires maintenant, mais je crois qu'il faudra s'apprêter à vivre dans ce monde-là, et nous-mêmes à défendre nos propres valeurs, si on veut pouvoir vivre avec encore dans les années à venir. Merci beaucoup pour ces réponses. Maintenant, nous allons passer au deuxième temps de parole au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ? Par rapport à ce que vous avez dit sur la surestimation de l'armée russe et son affaiblissement relatif dans la guerre en Ukraine, est-ce que du coup elle constitue une véritable menace pour les pays de l'Europe, mais surtout les pays de l'Europe de l'Est? Maintenant. Oui, aujourd'hui. Alors, on doit beaucoup aux Ukrainiens. Parce que si Kiev avait été pris le 25 février, là, il y avait une véritable menace. Mais aujourd'hui, l'armée russe, sauf à passer à des armes qui, de toute façon, conduiraient également à sa destruction, l'armée russe n'est pas en capacité de rentrer dans la trouée de, comment ça s'appelle, Suvivka, d'aller vers Kaliningrad, etc. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, je crois que quoi qu'il arrive, le président Poutine est tenu de faire une pause non seulement opérationnelle, il est en train de la faire là pour réattaquer, mais une pause stratégique. Et on sait qu'il est patient. Entre 2008, la Géorgie, et le Donbass, il se passe 6 ans, et ensuite 8 ans. Et entre le Donbass et cette guerre-là, il se passe à nouveau, là il se passe 8 ans. Il se passe 8 ans. Donc là, il est obligé s'il a vraiment l'intention d'aller plus loin, et s'il est encore aux affaires, il est obligé de s'arrêter, de se reconfigurer, et éventuellement de repartir. Et si jamais c'était le cas, j'espère que nous, on aura tiré les leçons de cette crise terrible, et qu'on aura enfin trouvé un collectif de défense qui en soit un. Parce que si M. Poutine avait attaqué l'OTAN le 25 février, là, je ne sais pas ce qui serait passé.
je ne sais pas ce qui serait passé. Parce que lui, normalement, s'il avait voulu le faire, se serait entraîné à ça, il avait des plans, alors qu'avant de réunir 200 000 hommes en armes, ce qu'il a à peu près peut-être 150 000 hommes engagés en Ukraine, longtemps, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Et donc j'espère que là, on va enfin comprendre qu'il est temps de revenir à des formats d'armée qui peuvent nous protéger de quelqu'un et d'un État dont on a bien compris qu'il n'avait pas exactement notre propre rationalité. Pardon, je voulais juste rapidement. Moi, je m'interrogeais aussi sur toujours sur l'après, en fait, en me disant quelle hypothèse on peut faire et quel scénario on peut faire sur la sortie de crise. Là, vous disiez, il y a l'échéance du 9 mai, je suis complètement d'accord. Je pense que le 9 mai est vraiment une échéance pour Vladimir Poutine qui va être importante et qu'il faut qu'il ait un narratif pour son pays sur une victoire. Partielle, totale, je ne sais pas comment il le présentera, mais je me dis après, qu'est-ce qu'on peut envisager? Là, on est en train de réfléchir et on est en train de parler de l'échec de la Russie, c'est-à-dire un échec militaire, un échec stratégique. Si on a un Vladimir Poutine qui sort de cette aventure, de cette expérience, en n'ayant pas la capacité de mener un narratif sur une victoire, on aura une Russie vaincue. Je ne parle pas de l'Ukraine, parce que je ne sais pas si on pourra considérer que l'Ukraine sera victorieuse ou pas, ça dépend aussi de ce qu'elle perd à l'issue de tout ça. Mais sur la Russie, si on a une Russie vaincue, dans 20 ans, on a une Russie revancharde. Si on remet ça. Et en 20 ans, on a le temps de faire plein de choses et de reconstruire. Enfin, on a vu entre 2008, je pense à 2008, le moment où la Russie envahit un morceau de la Géorgie, et se rend compte à cette occasion que son appareil militaire, il n'est pas correct, enfin que ça va pas aller très loin. Et à partir de là, il y a un réinvestissement très très fort de la Russie dans son appareil militaire, beaucoup d'argent qui est mis. Alors pour une opération comme aujourd'hui qui nous laisse un peu perplexe, dans son échec justement, mais néanmoins avec des moyens, c'est-à-dire qu'on a reconstruit beaucoup, entre 2008 et 2022, on a reconstruit beaucoup parce qu'on a financé énormément. Et donc je me dis, si on a demain une Russie dont on dit cette Russie, c'est un échec, elle est vaincue, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle non plus, à vrai dire. Enfin, en tout cas pour la suite. Alors après, vous me direz, je fais de la prospective, il n'y aura plus Poutine, enfin, on peut envisager plein de choses, donc une Russie démocratique, enfin je ne sais pas. Mais voilà, pour le moment, si on prend la picture aujourd'hui, voilà, peut-être quelques angoisses pour la suite aussi, de comment on sort de ça et quel discours on tient. Alors, pour rebondir sur cette affaire, moi je fais une analyse simple, qui est probablement simpliste, mais nous avons totalement raté l'après-Première Guerre mondiale, en particulier en n'intégrant pas l'Allemagne dans les conversations, le traité de Versailles. Donc il y a un dictat, après c'est le coup de poignard dans le dos, et d'autre part, les armées allemandes rentrent au pas de l'eau à Berlin. Bon. Donc on sait que l'armée est revancharde, et donc on a, ayant raté la Première Guerre mondiale, 20 ans après, on a la Deuxième Guerre mondiale. Et cette Deuxième Guerre mondiale, qui est la conséquence de la Première évidemment, là, on gagne la paix. C'est-à-dire, on réussit la paix parce que les États-Unis, essentiellement, arrivent à arrimer l'Allemagne et le Japon à l'Occident. Et donc, on va vivre dans cette guerre. Après, il y a ce nombre de choses qu'on a mal fait, sûrement, et on arrive à cette crise aujourd'hui. Et donc, la question, c'est comment arriver à traiter cette sortie de crise, c'est fondamental. Et on va avoir la tentation de ne pas reparler avec la Russie, parce qu'effectivement, là, ce qu'elle fait, c'est terrible. Mais d'un autre côté, on a un intérêt vital à essayer de la raccrocher à l'Occident, comme on a fait avec l'Allemagne. Et là, et je crois que nos aînés ont été très intelligents en comprenant qu'il fallait ramener l'Allemagne, le plan Marshall, et que c'était important de relancer l'Allemagne et de pas céder à son émotion, à toute l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il était dans l'intérêt de tout le monde de ramener l'Allemagne et le Japon dans le camp des vainqueurs et non pas dans le camp des humiliés. Et donc je ne sais pas comment on fera, mais c'est de la sortie de cette guerre chaude-là va dépendre sûrement la paix dans les années à venir. Non, je voulais juste rebondir sur les propos du départ, quand vous parliez de peut-être qu'on avait sous-estimé
Est-ce que non, pas sous-estimer, pardon, notre part de responsabilité. Est-ce que vous ne pensez pas que Poutine s'est senti depuis quelques années humilié, notamment par l'Union européenne? Est-ce qu'il s'est senti écarté? Est-ce que ça pourrait expliquer cet état d'esprit-là, puisque ça a été le débat des derniers temps où cette sensation d'humiliation de Poutine pouvait être en partie une explication? Oui, alors, oui, justement, il faudra se poser la question. Alors, d'habitude, quand on lit ça sur un plateau de télévision, on vous dit non, non, il n'a pas été humilié, qu'est-ce que c'est ce gars, il croit qu'il a été humilié, il a été vachement sympa avec lui. Alors là, c'est une erreur stratégique fondamentale. Le problème n'est pas de croire ce que croit l'autre, enfin d'essayer, mais de se mettre à sa tête. Peu importe qu'il ait été humilié ou qu'il n'ait pas été humilié, lui, il s'est senti humilié. Et la Russie se sent, enfin sous votre contrôle, mais toujours dans ce sentiment d'agression, ce sentiment défensif. Au fond, la Russie, elle se sent soit trop faible, et elle dit il faut attaquer parce que sinon je vais t'attaquer, soit forte et alors elle attaque. Et ça a toujours été un peu comme ça. Et donc, ça fait partie de la culture. Et donc, moi, je pense que oui, je pense qu'à un moment donné, alors là aussi, il y a des écoles qui disent non, non, on n'a jamais dit on n'avait jamais promis que l'OTAN ne se propagerait pas vers l'Est, etc. D'autres qui disent oui, vous l'aviez promis. Alors il y a des confrontations de documentation. Enfin, j'espère qu'on traitera le sujet un peu sérieusement quand cette guerre sera terminée. Mais je pense qu'effectivement, on n'a pas compris ce qu'ils pensaient. Et vous savez, c'est toutes les guerres qu'on perd, c'est toujours ça. Hein, l'Irak c'est ça, enfin, le Vietnam c'est ça, etc. Quand on ne comprend pas ce que l'autre pense, on se plante. Ça c'est absolument sûr. Donc on a là effectivement une grave erreur stratégique. On n'a pas essayé de comprendre ce qu'il pensait, il s'est senti humilié et donc nous devions le prendre en compte. Et on n'a pas écouté. Quand en 2008 ou 2009, j'oubliais à Munich, il dit l'expansion de l'OTAN est considérée comme une agression, il est méprisé en disant mais t'es rien toi mon petit gars, t'as tout perdu, donc tu ne vaux rien, nous ne t'écoutons pas. Donc je pense. Et puis il y a ça, et puis il y a le fait qu'il a pensé que nous étions des gens mous. Et on sait bien, enfin, tout le monde le sait, que quand M. Obama, le président Obama, ne respecte pas sa parole, il dit ce pays-là, c'est un tigre de papier, quoi. Et donc, je suis sûr que la reculade de M. Obama au mois d'août 2013, je crois, avant de frapper la Syrie, va entraîner le Donbass et la Crimée, j'en suis absolument sûr. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il a vu, M. Poutine? Il a vu la débâcle américaine en Afghanistan. Et ces mecs-là, ce n'est pas des mecs sérieux. Ils ne vont pas venir m'embêter avec leur canon, puisqu'ils sont faibles, ils ne tiennent pas leur parole. Donc d'une part, on n'a pas compris ce qu'ils ressentaient, et d'autre part, nous, on a émis des signaux qui allaient l'inciter à faire ça, très, très sûrement. Merci beaucoup. On va passer à une dernière question avant de conclure cette conférence. Bonsoir. Une question un petit peu plus centrée sur les leçons qu'on peut tirer de ce conflit et en général des derniers conflits qu'on a eu aux portes de l'Europe, que ce soit avec l'invasion du Nagorno-Karabakh ou la guerre en Ukraine cette année. On a vu l'émergence et la puissance des drones type Bayraktar, TB2, etc., les drones turcs, leur super efficacité contre les chars. On l'a vu dans les deux conflits, à chaque fois les nations dites pauvres s'équipent de ces équipements bon marché. Et dans le contexte où, dans notre dernier livre blanc de la défense en France, on fait l'apogée de on loue notre modèle d'armée complète et notre retour à la guerre, la préparation à la haute intensité. Quelles questions ça pose? Quelles leçons doit-on tirer en France sur notre modèle d'armée, sur notre base industrielle et technologique de défense, puisqu'on sait qu'on n'a pas du tout investi dans ces modèles d'équipement-là? Bon, alors c'est une arme parmi d'autres, mais globalement le modèle d'armée français n'est pas tenable. Il n'est pas tenable parce que justement nous sommes une puissance moyenne avec un budget militaire faible. Et donc on a une armée voulant être bon partout, on a une armée dont on dit qu'elle n'a pas d'épaisseur stratégique. On n'a pas de munitions, on n'a pas de pièces de rechange. Ça fait 25 ans, malgré le sursaut
sous le président Macron, puisque la loi de programmation militaire est une loi de rattrapage, mais elle a permis quand même de rattraper en partie tous les dégâts qui ont été faits par 25 ans de sous-investissement. Au fond, n'a été conservé de manière sérieuse dans l'armée française que ce qui pouvait défiler le 14 juillet, parce qu'il faut montrer aux Français, et d'autre part ce qui est autour de l'arme nucléaire. Mais tout le reste, hein, l'armée française aujourd'hui, elle n'a pas de camion pour se déplacer, par exemple. Elle n'a pas de jeep pour se déplacer. Et donc, il faut reconstruire cette armée. Et donc, là, il y a deux conséquences. Un, on ne peut plus aujourd'hui avoir une défense globale au niveau d'une nation. Ça n'est pas possible parce qu'il y a deux raisons. Parce que les champs de guerre s'accroissent. Au début, on a fait la guerre sur Terre, après dans la mer, après dans l'air, après de l'espace, le cyber, après le métavers, parce que la guerre ira. La guerre s'empare de tous les espaces que l'homme conquiert. C'est triste, mais c'est comme ça. Et on ne peut pas se désengager. Et donc, on est obligé d'avoir un modèle qui est de plus en plus compliqué. En même temps, le coût des armements est multiplié par 10 à chaque saut de génération. Et donc, on ne peut pas tenir. Et la contraction des effectifs de l'armée française, il est lié à ça. Il est lié à ça. Et donc, on ne peut plus avoir un modèle complet d'armée, donc il va falloir retrouver la complétude, si vous me permettez ce néologisme, à un niveau supranational. Alors, personnellement, je pense que le seul collectif qui soit raisonnable de rechercher, c'est le collectif européen. D'autres sont encore persuadés en Europe qu'on peut toujours faire confiance à l'oncle Biden. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr. La vraie question aujourd'hui, c'est combien de temps les Américains, qui sont revenus effectivement en Europe, vont y rester? Moi, je pense que c'est pour une courte période de temps, parce que vous l'avez dit, les vrais problèmes américains, c'est les mi-termes de novembre et Taïwan. C'est pas l'Europe, ils sont revenus parce que... Et d'ailleurs, le président Biden, il disait pas, non, je ne ferai pas la guerre, maintenant c'est promis, je ne ferai pas, je ne veux pas y être dans ce truc-là. Bon, et donc, à mon avis, ça va durer peu de temps. C'est-à-dire que le pivot initié depuis très longtemps, mais reconnu par le président Biden, pas Obama, qui dit je suis le premier président du Pacifique, ce pivot-là, il est arrêté régulièrement, il est un peu arrêté parce que faisait M. Poutine, mais il va reprendre. Il va reprendre pour des raisons qu'on connaît, qui sont des raisons économiques principalement, et puis des raisons démographiques. C'est-à-dire que le lien charnel entre l'Américoise et l'Europe est en train de se distendre. Simplement parce que pour les raisons démographiques, et c'est comme ça, la majorité des Américains, quasiment maintenant, est d'origine non plus européenne, mais d'origine latino-américaine, asiatique ou africaine. Et que donc le lien charnel qui a ramené l'Amérique par deux fois en 1917 et en 1943-1944 en Europe, ce lien-là est en train de se distendre. C'est comme ça. Et les intérêts économiques qui a poussé le président Wilson et le président Roosevelt à la guerre, ce sont les chefs d'entreprise, c'est les businessmen américains, qui ont dit on ne fait plus l'affaire là. On ne fait plus l'affaire, parce que notre marché est complètement perturbé, on ne peut plus vendre. Donc il faut aller payer 100 000 hommes en 17 ou en 18 et 400 000 en 40, ce qui n'est pas très cher payé pour pouvoir devenir la première puissance économique du monde. Et donc, je pense que dans cette affaire-là, pour revenir à votre question, je ne peux plus espérer au niveau d'une nation comme la France me garantir tout seul, c'est juste pas possible. Donc il faut trouver un niveau supranational, et le niveau supranational qu'on doit rendre fiable, et qui sera le seul fiable, c'est le niveau européen. Et c'est pour ça que moi je suis évidemment un Européen convaincu. Si on veut défendre nos valeurs, nos façons de vivre, il faut absolument faire l'Europe, sinon nous n'arriverons pas à défendre ce qui fait notre plaisir de vivre dans notre belle Europe. Oui, juste pour rebondir sur Eva Raktar, parce que je trouve que c'est très intéressant en fait cette question, enfin le rôle qu'ont joué ces drones, enfin que sont en train de jouer ces drones. Et puis je trouve qu'on a eu tort, on n'a pas parlé de la Turquie, en fait on aurait dû évoquer la Turquie parce qu'on a parlé Chine, etc. Mais quand même le rôle de la Turquie dans tout ça est assez important. Et je trouve c'est assez intéressant en fait, quand on regarde l'armée ukrainienne, en fait ce qui s'est passé depuis 2014, enfin en 8 ans, et cette sous-estimation qu'a faite visiblement la Russie, l'Europe aussi, de l'état de l'armée ukrainienne, qui est une armée qui s'était vraiment réorganisée, réformée, reconstruite, qui avait investi, etc., et qui arrive aux performances qu'on constate aujourd'hui.
Et parmi ces performances, il y a notamment, c'est une des petites choses, mais il y a en effet les achats de drones turcs Bayraktar, mais il y a aussi des accords de production en commun avec la Turquie, et il y a des accords de production pour la production de Bayraktar sur le territoire ukrainien. Et ça, c'était anté-guerre, ces accords-là. Ce que je trouve extrêmement intéressant, parce qu'en fait, on a bien compris que ces Bayraktar étaient un peu un game changer sur le terrain, et qu'ils ont joué vraiment un rôle pour faire très mal à l'armée russe, qui visiblement était dans un état d'impréparation et qui, semble-t-il, et pas au niveau, en ce qui concerne les drones. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est aussi dans les enseignements qu'on va tirer ensuite après la guerre. Je pense que va se poser la question en effet de l'usage des drones, dont la France n'était pas spécialement friande jusque-là, mais que peut-être il y aura une réévaluation de cette question-là après la guerre. Et aussi de la proximité, parce que c'est très intéressant quand même cette Turquie qui est un peu dans l'entre-deux, qui soutient l'armée ukrainienne, mais qui n'est pas complètement opposée à la Russie non plus, enfin qui joue aussi un rôle d'équilibriste en ce moment un peu compliqué, je ne sais pas combien de temps elle va tenir, mais voilà, on a quand même des accords de production de drones turco-ukrainiens, et où la Turquie, visiblement, en tout cas avant la guerre, voyait dans ces coopérations industrielles une sorte de moyen d'équilibrer aussi sa relation avec, de l'autre côté, la Russie. Donc elle avait très bien joué aussi ce rôle-là, et je repense aussi à la carte, avec une idée derrière la tête qui est est-ce que l'Ukraine devait ou pas rentrer dans l'OTAN? Finalement, la Turquie, pas forcément enthousiaste d'avoir plus d'OTAN dans la région mer Noire, en disant bon, finalement c'est un peu ma mère. Donc la Russie veut jouer un rôle important, mais il faut que tout ça s'équilibre. Donc il y a des rééquilibrages qu'il faudra réexaminer après la période évidemment de guerre la plus violente. Merci beaucoup à Madame Bayou et puis en général aussi d'avoir pu répondre à toutes nos questions. Nous allons clore cette table ronde. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé, de nous avoir tous écoutés. Et puis j'en profite aussi juste avant de vous laisser partir, de vous annoncer que le Général Desportes sort aussi un ouvrage qui paraît dans 2 jours. Donc visez le sommet, alors n'hésitez pas à y aller, c'est un condensé de stratégie, donc voilà, ça paraît dans 2 jours. Bonne soirée à tous.